Salut les mecs! Les fictions en général, qu'il s'agisse de films, de séries, d'animés, de jeux vidéo, eh bien tout ça, c'est censé nous raconter des histoires cohérentes, captivantes, avec des personnages bien écrits et des intrigues solides. Mais parfois, ça déraille. Entre les incohérences scénaristiques hallucinantes, les décisions absurdes de personnages, et les twists qui ne font strictement aucun sens, certaines œuvres de fiction nous laissent avec une seule et unique réaction. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Et donc aujourd'hui, je vous propose un condensé de mes 3 vidéos sur les plus grands moments de pure absurdité dans la fiction. Des scènes qui défient toute logique, des erreurs de scénario qui font grincer des dents, et des décisions scénaristiques qui semblent sorties de nulle part, qui sont pas forcément mauvaises d'ailleurs, attention, hein. Certaines des décisions scénaristiques que l'on va traiter dans cette vidéo sont en réalité très positives. De toute façon, on va voir tout ça ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que là, il s'agira du top 30 des moments les plus incompréhensibles de la fiction. Alors sans plus attendre, c'est parti. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Alerte spoiler. Alors on va commencer donc notre top 5 avec le bug de scénario qui m'a justement donné l'idée de faire cette vidéo. Donc c'est pas rien. On va donc parler à présent de l'anime Digimon Adventure, donc la saison 1 et la saison 2, qui contient à mes yeux la sous-intrigue amoureuse la plus bizarroïde de l'histoire de la fiction. Alors, si vous êtes né dans les années 90 comme moi, il y a assez peu de chances que vous soyez passé à côté du phénomène Digimon, et de la réalisation que l'anime Digimon est quand même nettement meilleur que l'anime Pokémon, mais je m'égare. Bon, l'intrigue de Digimon, elle est simple. 7 enfants ordinaires sont pris dans une étrange tempête de neige alors qu'ils sont en colonie de vacances et sont aspirés à travers un portail vers le monde numérique, donc le Digiworld, un monde fantastique, peuplé de monstres sympathiques, en tout cas qui parlent, appelé Digimon. Et donc ensuite, on voit les enfants qui tentent de survivre dans ce monde nouveau et exotique, jusqu'à qu'ils puissent trouver un moyen de rentrer chez eux. Et parmi ces 7 enfants, il y a 2 leaders. Taichi, du côté des garçons, c'est-à-dire l'archétype du héros de shonen, on l'appelle Tai d'ailleurs en version française et américaine, tête brûlée mais au grand cœur, et du côté des filles, il y a Sora, qui tiendra lieu de maman entre guillemets de l'équipe. Et si je vous parle de ces 2 personnages-là, c'est pas pour rien. Tout au long des 54 épisodes que compose cette première saison de Digimon, il a maintes fois sous-entendu que Tai et Sora finiront ensemble. Et la plupart de leurs interactions sont teintées d'une certaine tension sentimentale. Je veux dire, il y a des allusions et des insinuations qui ne trompent pas, on va pas se mentir, et ça n'a en fait rien d'étonnant, car Tai et Sora sont les 2 têtes d'affiche. Donc ça n'a rien d'étonnant qu'ils finissent ensemble, qu'on y réfléchit, en fait. Mais le problème, c'est que dans la saison 2 de Digimon Adventure, qui se passe quelques années plus tard, non seulement Tai et Sora ne sont pas ensemble, bon, à la limite on s'en fout, mais surtout, c'est Yamato, donc entre guillemets Matt, en version française et américaine, le rival / ami de Tai, qui finit avec Sora. Bon, personnellement, on va pas se mentir, moi je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Voilà, tout ce qui est romance, tout ça, c'est pas forcément mon délire, mais il faut le dire, ce sujet est certainement l'élément le plus sulfureux pour les fans de l'anime Digimon, et on ne compte plus les fois où j'ai vu des gens s'écharper sur les internets à ce sujet, entre les Sorato d'un côté, donc Sora et Yamato, et les Taiora, donc Tai et Sora, de l'autre. Et ouais, le shipping, on décode pas avec. Et justement, ça m'a quand même fait me demander à quoi ont bien pu penser les scénaristes quand on y pense. Parce que, non content d'avoir fait monter la sauce entre Tai et Sora pendant une saison entière pour ensuite la mettre avec le Sasuke de service, il faut aussi faire remarquer que dans la saison 2, Tai accepte très calmement la situation, comme l'énorme queue qu'on ne se doutait pas qu'il était. Je veux dire, il dit carrément qu'il encourage le choix de Sora, qu'il est très content, enfin, normal quoi. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? La psychologie du cub, la psychologie du cocu. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, entre guillemets, et même si ça lui donne une certaine classe, parce que bon, il y a un petit côté genre mec impassible, bon pourquoi pas, j'ai quand même du mal à m'expliquer un tel choix scénaristique, et effectivement, force est de constater que en fait c'était pas du tout un choix scénaristique justement. En fait, dans la version originale japonaise de la première saison de Digimon, il n'y a aucun sous-entendu romantique entre Tai et Sora. C'est quelque chose qui a été ajouté par la suite par le doublage américain, et la VF a malheureusement suivi. Pensant que, vu que Tai et Sora sont un garçon et une fille, et qu'ils sont tous les deux les leaders de leur groupe, ils vont forcément finir ensemble. La bavure. Ce qui fait que, lorsque la saison 2 est sortie, les mecs de 4Kids, donc 4Kids c'est ceux qui s'occupent de la transition des animés du Japon aux States, et ensuite après, la VF suit derrière, les mecs de 4Kids se sont bien retrouvés embêtés.
de voir que finalement, Sora se retrouve avec Matt et pas avec Tai. C'est pour cela qu'on les voit essayer de se raccrocher aux branches comme ils peuvent tout au long de la saison 2, et de rajouter des lignes de dialogue pour essayer de justifier tout ça. Et on se retrouve avec une sous-intrigue amoureuse qui n'a littéralement aucun sens, en tout cas en version américaine et française. Il faut le dire aussi, ce fiasco est aussi la faute du directeur général de l'anime Kakudo Hiroyuki, qui a vraiment bâclé le projet. Et même dans le doublage japonais du premier film Digimon, c'est-à-dire Our Wargame ou je sais pas quoi, on se retrouve avec pas mal d'allusions quand même entre Tai et Sora qui ont une sous-intrigue dédiée, donc on ne peut même pas en vouloir tant que ça à 4Kids. Après certes, doublage américain et français exagère en réécrivant les dialogues pour mettre en valeur une espèce de relation fictive entre Taichi et Sora, mais clairement ça pue l'incompétence de tous les côtés, et on se retrouve avec ce pauvre Tai qui se fait cut sans la moindre vergogne, alors qu'il n'en demandait sûrement pas tant. On part tout de suite sur notre numéro 4 et directement sur un film sorti en 2018, un western réalisé par le fils Audiard, un très bon film je trouve. Cela dit, le dernier acte était un peu surprenant et c'est le moins qu'on puisse dire. Et non seulement la dernière partie du film sort de nulle part, mais je dois également vous avouer que le ton du film est pour le moins difficile à saisir. Voilà. Alors rapidement, je vais vous parler donc du film des frères Sisters Brothers, voilà. Les frères Sisters sont deux tueurs à gages à la solde d'un vieux grigou que l'on appelle le Commodore, et dont la mission est de traquer puis tuer une sorte de chimiste en fuite à travers toute la Californie, et ce pendant la ruée vers l'or. Alors le film raconte donc l'histoire de ces deux frères assassins qui se disputent sans cesse pour des broutilles, et c'est très drôle, voilà. Regarde de travers. Je t'ai pas regardé de travers et je vais te niquer ta mère. Oh, l'un d'eux d'ailleurs étant toujours ivre la plupart du temps, voilà. Mais les gens qui prennent cette apparence pour argent comptant et décident d'attaquer les frères, c'est-à-dire Charlie et Ellie, ne vivent généralement pas une minute de plus, parce que oui, les frères Sisters sont des tueurs ultra efficaces. Donc le film est plutôt joyeux, jusqu'au moment où les frères tombent sur le fameux chimiste et découvrent qu'il a développé une formule permettant de repérer les particules d'or dans l'eau, ce qui est, et c'est le cas de le dire, particulièrement utile. Vous me passerez le jeu de mots. Surtout durant une période historique que l'on appelle la ruée vers l'or, ça c'est certain. Alors, les frères décident donc de ne pas tuer le chimiste, de trahir leur employeur, c'est-à-dire le Commodore, et ils s'improvisent donc chercheurs d'or. Alors, au début ça se passe très bien, et le ton est encore une fois assez joyeux, malgré quelques touches sombres ça et là, comme le fait qu'on apprenne que Charlie ait dû tuer leur père alcoolique, ou Ellie qui perd son cheval, mais ça reste plutôt joyeux. Sauf que d'un seul coup, sans crier gare, le film part en couille complète. Tout part en vrille, comme je viens de le dire, que lorsque Charlie, pressé d'aller chercher plus d'or, renverse accidentellement la formule luminescente du chimiste, non diluée dans l'eau évidemment, parce que sinon ce serait pas marrant, alors qu'ils sont dedans, provoquant chez lui, le chimiste et Maurice, donc un personnage joué par Jake Gyllenhaal, d'horribles brûlures chimiques. Ces deux derniers meurent et Charlie perd son bras droit. Et donc le bras avec lequel il travaille, vu que c'est un chasseur de primes, voilà, sans son bras droit, comment il fait pour viser? Il est dans la merde. On verra d'ailleurs Ellie, donc son grand frère, lui scier le bras en mode liévrette, enfin je veux dire c'est ultra chaud. Donc oui, le ton du film devient soudainement ultra sombre de nulle part. Ajoutez à cela le fait que le Commodore leur envoie ses mercenaires pour se venger de les avoir trahis. Donc les frères sont ainsi décidés à tuer leur ancien employeur pour rester en vie, et c'est donc le troisième acte. Et donc ils reviennent sur leurs pas pour en finir avec leur ancien employeur, comme je viens de le dire. Donc là c'est bon, on se dit que le film va finir sur une note ultra sombre, avec un méga gunfight de fin, avec peut-être l'un des deux frères qui meurt, et avec peut-être Ellie, qui est le gentil frère des deux, je le rappelle, qui sombre dans les ténèbres et deviendrait encore pire que Charlie, on ne sait pas. Le problème c'est qu'au milieu du voyage de retour, les tueurs à gages, engagés donc forcément par le Commodore, cessent subitement, et sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, de les attaquer. Et le reste du voyage devient très calme. Les frères se demandent donc s'il ne s'agit pas d'un piège du Commodore, jusqu'à qu'ils apprennent que le Commodore est déjà mort tout seul, de cause naturelle, et c'est pour cela qu'aucun tueur ne les poursuit depuis pas mal de temps. t'es sérieux là? Je veux dire, quoi? Attends, comment ça? On nous monte la sauce pendant quasiment tout le film, et ça se finit en autre boudin comme ça? Et donc, sans aucun autre objectif en tête, les frères Sisters rentrent chez eux pour voir leur mère, et le film s'arrête là sur une espèce d'happy ending qui sort littéralement de nulle part. Je veux dire, j'ai déjà vu des œuvres joyeuses qui finissent de façon ultra dark de nulle part, mais des œuvres qui démarrent avec un ton léger, ensuite dark, et qui finissent de manière inexplicablement joyeuse, j'avoue que c'est inédit. Et très honnêtement, même si c'est pas du tout comme ça que j'aurais écrit la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Et j'ai beaucoup aimé le film en termes général. Je pense que ce film est parfait pour faire comprendre comment subvertir les attentes du spectateur et comment le faire de manière efficace. Parce que si on compare ça à un autre film tristement célèbre pour avoir subverti les attentes des spectateurs mais de manière éclatée, ce serait évidemment The Last Jedi de Rian Johnson, où le grand méchant Snoke est hypé pendant tout le film pour ensuite se faire déchirer en deux de nulle part, et ce en dépit de toute logique, car Snoke est censé être capable de lire dans les pensées, mais il ne voit pas que Kylo pense à le tuer, bref. On va pas parler Star Wars ici. Si on compare cela à la manière dont les frères Sisters subvertit
les attentes du spectateur, bah c'est autre chose. Par exemple, pour le twist comme quoi le Commodore meurt tout seul, bah on le voit déjà bien vieux. L'ami Commodore, et en plus, on voit ces mercenaires cesser de poursuivre nos héros à un moment donné. Ce qui fait que, lorsque l'on apprend qu'il est mort, et même si c'est anticlimactique, bah on se dit que c'est logique finalement. Bref, excellent film que celui-là. On va commencer notre top 3 avec un manga cette fois, nommé Gumblefish. Alors, pour ceux qui connaissent les animés comme Kaiji, Kakegurui ou encore No Game No Life, ben vous ne serez pas dépaysés. L'intrigue de Gumblefish se passe au sein de l'académie prestigieuse de Shishido, donc un internat réservé aux enfants de l'élite financière et intellectuelle du Japon, où l'on prépare les futurs dirigeants et les PDG du pays. Par conséquent, l'école est remplie, et c'est un peu triste, de personnes arrogantes, agressives et soucieuses de leur classe sociale. Et c'est là qu'entre en scène notre protagoniste, Tomu Shisaragi, un mystérieux garçon de 14 ans aux parents pauvres, qui est transféré dans l'établissement. Peu après son introduction, il explique clairement que sa seule raison d'être à Shishido, c'est de se mesurer aux autres élèves dans des espèces de combats d'intelligence via des paris d'argent, que ce soit dans des parties de poker, de billard ou même de roulette russe. Bref, vous voyez le genre, c'est un shonen neketsu, sauf qu'au lieu de se battre physiquement, eh bien, les personnages s'affrontent dans des jeux d'argent. Complètement dingue, avec des mind games dans tous les sens, à la Kaiji et autres. Bon, à cela s'ajoute une espèce de délire de harem tout à fait classique pour le genre, avec le héros qui s'entoure, à mesure que l'histoire avance, de plus en plus de jolies filles qui sont évidemment toutes amoureuses de lui. Vous en doutez bien. Si je vous parle de cela en fait, c'est afin que vous puissiez comprendre à quel point la prémisse de ce manga est conventionnelle. Et c'est là où vous me demandez, bah ok, mais où est-ce qu'il est le bug de scénario là ? Si l'intrigue de ce manga est si banale en fait. La réponse à cette question est simple et se résume en un seul personnage, j'ai nommé Reiji Abidani. Alors, Reiji Abidani, qui est-ce ? C'est le doyen, à l'allure démoniaque de l'Académie Shishido et l'antagoniste principal du manga accessoirement. C'est un génie fou allié qui prétend connaître toutes les astuces possibles et imaginables des paris en termes généraux, ce qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et c'est vrai qu'au début, Abidani n'a pas l'air d'être particulièrement intéressant, il faut quand même l'avouer. Je veux dire, il est très méchant, il est chauve, il est laid, il a la même dégaine que Xehanort dans Kingdom Hearts, c'est la formule parfaite pour un méchant inintéressant, chiant comme la pluie et manichéen. Sauf que non, outre toute attente, Abidani est un personnage ultra divertissant, et au fil de l'histoire, on se surprend à apprécier ce vieux chauve, surtout qu'on le voit de plus en plus, sans même qu'on s'en rende compte, beaucoup plus que notre protagoniste, Tomu Shisaragi, qui est progressivement mis de côté au profit du grand méchant du manga. Abidani, tant et si bien que vers la fin du manga, on se demande qui est vraiment le véritable protagoniste de l'histoire. Je veux dire, le passage le plus connu de ce manga, le moment qui est devenu un mème, bah justement, tourne autour du duel de Abidani contre eux. Et tenez-vous bien, nul autre que Barack Obama. Je répète, Abidani dispute un duel de roulette russe avec le président américain Barack Obama. Et le pire, c'est pas juste qu'il se dispute un duel de roulette russe avec Barack Obama, c'est pas ça en fait. C'est qu'il gagne. Ce fou, après s'être tiré une balle en pleine tête avec un Magnum 45. Non mais attendez, c'est qui ce mec? C'est Max Payne? C'est quoi le projet? Et si je vous parle de ça, c'est pour vous faire comprendre à quel point les passages avec Abidani sont 1000 fois plus marrants, divertissants et remplis de suspense que ceux de Tomu, qui, je le rappelle, est censé être le protagoniste. C'est limite si je ne m'attendais pas à ce que, au détour d'un chapitre, on voit Tomu se faire écraser par un bus afin qu'Abidani puisse prendre sa place de protagoniste principal. Et même le design d'Abidani change au fil de l'histoire. Le mec prend Vlad Lamas pour aucune raison, alors qu'à la base c'était juste un vieux grigou à Cannes au début du manga. Le mec fait des pompes sur ses pouces à un moment donné, le mec c'est... Attends, on croirait voir Shin de Achille 21, enfin c'est n'importe quoi, à un moment donné c'est plus Gumblefish, c'est Abidani's Fish. Et même le dernier duel du manga qui oppose Tomu à Abidani, met Abidani sous les projecteurs une fois encore, car on apprend enfin sa backstory et tenez-vous bien, elle est tragique. Alors qu'Abidani a toujours été utilisé comme un ressort comique ou un ressort de suspense, voilà qu'on essaie de te le rendre sympathique à la toute fin, c'est fou. On apprend donc qu'Abidani était autrefois un mathématicien de génie, et qu'il avait cru, à l'époque, avoir découvert un moyen de communiquer avec une entité divine à travers donc ses mathématiques. Et il décide ainsi de tester s'il doit ou non partager sa découverte avec quiconque par des exploits suicidaires, dans l'espoir de tester si ce qu'il croit être Dieu le protégerait ou pas. Voilà, ce qui conduit finalement à son suicide par voie de chaise électrique, dont Abidani parvient à sortir vivant. Attention, et ça explique d'ailleurs pourquoi il est chauve. Et il s'avère finalement que la formule d'Abidani est un moyen de déchiffrer n'importe quelle forme de cryptage, ce qui lui permet d'accéder aux données bancaires de n'importe qui sur la Terre, et même au code de lancement nucléaire s'il le souhaite, c'est-à-dire que voilà, Abidani, il a son gros doigt crochu sur le bouton rouge. Bref, tout ça pour vous dire que si on compare ce personnage extrêmement original, complexe et travaillé qu'est Reiji Abidani,
à ce protagoniste plat, cliché, sans relief qu'est Tomu Chisaragi, on se demande à quoi joue le mangaka en fait. Je veux dire, ça n'a aucun sens. À un moment, on se dit, y a pas moyen juste de virer ce fils de chien de Tomu et juste garder Abidani à la fin? Et c'est là où repose pour moi le bug de scénario. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense qu'en fait, Tomu est le protagoniste du manga pour des raisons purement éditoriales, car le japonais de base ne semble pas pouvoir s'identifier avec un mec d'1m85 avec une tête de déglingos, comme Abidani, mais par contre il peut s'identifier avec ce qu'on appelle le Bishunen de base, un peu comme dans Final Fantasy XII, où on a Van comme personnage principal, alors qu'il n'a rien à raconter, qu'il n'a rien à faire ici, alors que Bash aurait pu faire et aurait fait un protagoniste tout trouvé. Sauf que Bash, lui, c'est un gros viking balafré et barbu. Alors afin que le petit japonais puisse sortir son portefeuille, on lui met un Pishunen en protagoniste principal, c'est-à-dire un personnage masculin qui possède des traits physiques androgynes, ou féminins entre guillemets, parce que ça fait vendre au Japon et c'est tout. On se retrouve donc avec une intrigue bâtarde, bicéphale, donc avec 2 têtes limite dans ce manga Gumblefish, avec un protagoniste dont tout le monde se fout, qui n'a rien à dire, qui n'évolue pas et qu'on voit de moins en moins, face à un antagoniste, donc Abidani, ultra présent, ultra divertissant, profond et qui se développe tout au long de l'histoire. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, c'est du grand n'importe quoi, un bon gros bug de scénario s'il en est. On passe donc au top 2. Et pour les vieux de la vieille de ma chaîne, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Denzel Washington fait partie de mes acteurs préférés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le film qui lui a permis de ramasser son premier Oscar, c'est-à-dire Training Day. Et c'est donc avec plaisir que je vais vous parler d'un autre film où il joue le rôle principal, et j'ai nommé Fences. Film qui a été oscarisé dans tous les sens. Bref. My nigga. J'ai beaucoup apprécié ce film, surtout au niveau de la qualité des dialogues qui sont juste stellaires, mais le problème que j'ai avec ce film, cela dit, c'est la manière dont il nous pousse à considérer, de manière très positive, le personnage principal à la fin du film. Ce qui est vraiment incompréhensible vu qu'il est montré comme un salopard du début jusqu'à la fin, bref. On va en parler. Rapidement, le film tourne autour du personnage de Troy Maxson, donc joué évidemment par Denzel Washington, qui autrefois jouait au baseball, mais qui est maintenant devenu éboueur. Troy a 2 fils, l'un d'une femme avec laquelle il a divorcé et l'autre de sa femme actuelle, Rose. Au cours du film, la tension monte au sein de la famille Maxson, alors que les barricades physiques autour de la maison se construisent lentement au fil des années, vu qu'il les construit, le Troy, et que d'autres barrières, et celles-là, elles sont métaphoriques, s'établissent rapidement entre chacun des membres de la famille et Troy lui-même. Alors, il faut comprendre que j'ai apprécié, et pas qu'un peu, le personnage de Troy dès le début, et justement parce que c'est globalement un homme imparfait avec beaucoup de défauts. Troy trompe sa femme sans vergogne en se justifiant en disant qu'il mérite ça car il a travaillé dur pour sa famille. Il empêche son fils cadet, Cory, de se lancer dans une carrière dans le sport par pure jalousie, car lui-même est frustré de ne pas avoir pu poursuivre une carrière dans le baseball quand il avait son âge. Et de la même manière, Troy refuse de soutenir son fils aîné, cette fois, dans sa carrière de musicien, bref. Et le truc pernicieux, c'est que Troy a toujours de bonnes excuses pour justifier son comportement d'enfoiré. Par exemple, comme je l'ai dit, Troy est extrêmement dur avec son plus jeune fils, Cory, et le pousse constamment à trouver un emploi et à faire des études au lieu de devenir un athlète professionnel. La raison en est, en tout cas d'après Troy, que lorsque lui-même, à l'époque, quand il avait l'âge de Cory, il a essayé de faire du baseball son métier, il n'a pas pu, car les Afro-Américains n'étaient pas autorisés à faire du sport à l'époque. Donc la position de Troy semble parfaitement compréhensible. Sauf que non, parce que les temps ont changé depuis, et Cory serait traité bien différemment de Troy s'il l'avait laissé faire son football américain. Ce qu'il sait pertinemment, et encore un autre exemple, dans la fameuse scène culte où effectivement Troy donne une leçon de vie à son fils vers la fin du film, sur le fait qu'il n'est pas lui-même obligé de l'aimer, mais qu'il doit simplement agir en père, bref, je pense que vous connaissez cette scène, Troy tente de démontrer à Cory qu'il respecte sa part du contrat social en maintenant son fils en vie. Cependant, Troy lui explique ça d'une manière très moralisatrice, genre ouais, tu vis dans ma maison, tu te nourris de ma nourriture, nanani, ce qui suggère que Cory devrait se sentir redevable à Troy d'une énorme dette de gratitude, donc envers son père, voilà, seulement parce que Troy lui file le minimum syndical, alors que c'est lui, je le rappelle, qui a choisi de le mettre au monde. Je veux dire, le mec, on dirait qu'il voudrait un prix Nobel pour avoir agi comme n'importe quel père est censé agir. Et le pire dans l'histoire, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du frère de Troy, j'ai nommé Gabe. Alors, Gabriel, ou Gabe pour les intimes, a été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et a une plaque de métal dans la tête. Gabe est donc handicapé, et l'argent qu'il reçoit en raison de sa blessure a permis à Troy d'acheter la maison que sa famille habite. Donc déjà c'est louche, mais ça ne s'arrête pas là. Juste avant le début du film, Gabriel décide de déménager pour vivre avec une dame nommée Madame Pearl. Gabriel a peur que Troy lui en veuille après avoir déménagé parce qu'il ne reçoit plus le chèque d'invalidité. Troy le nie, cependant plus tard dans le film, Troy fait interner Gabe dans un hôpital psychiatrique et recommence donc à recevoir la moitié du chèque de Gabriel. Évidemment, Troy dit que ce n'est pas pour l'argent, mais c'est clairement un mensonge. Et c'est encore pire lorsque Cory révèle que Troy a techniquement volé la maison
à son frère Gabe. Enfin bref, Troy est une ordure, et justement c'est parfait. Le film n'en est que plus intéressant. Le personnage de Troy, par ses innombrables défauts, devient extrêmement fascinant et c'est tout bénef, en tout cas jusqu'à la fin. Et c'est là où se trouve, à mon sens, le bug de scénario. Troy donc finit par mourir à un âge relativement jeune d'une crise cardiaque, sans s'être jamais réconcilié avec son fils Cory. D'ailleurs, sa relation avec sa femme Rose est laissée ambiguë, bien que la dernière scène où il est en vie montre clairement que Rose ne veut plus jamais avoir affaire à lui. Cory n'a jamais pu aller à l'université ni même jouer au football à cause de son père, mais il a réussi quand même à se faire une vie grâce à l'armée. Mais malgré cela, et sans que je le comprenne vraiment, le film essaie tant bien que mal à tout prix de faire passer Troy pour un mec bien. Je veux dire, même Cory se fait rentrer dedans par sa mère quand il dit qu'il hésitait à venir. Enfin, je veux dire, il faut quand même comprendre Cory. Son père lui a quand même flingué sa vie par pure jalousie, sans même parler du fait que cette même Rose s'est faite non seulement tromper sans vergogne durant une bonne partie de son mariage avec Troy, mais en plus elle doit s'occuper de la fille que Troy a eue avec sa concubine. Enfin merde à la fin. Et voilà, tout le monde à la fin du film dit « Oh, il était pas si méchant que ça ce Troy finalement ». Comme si on n'avait pas vu le même film. Je n'ai honnêtement pas compris où il voulait en venir franchement. Troy est un super personnage parce que c'est une ordure justement de faire passer pour un héros incompris à la toute fin du film, alors que le mec a balancé sans hésitation son propre frère dans un asile pour récupérer son pognon, est juste fou. Mais non, le film force le trait afin de terminer sur une note positive. C'est incompréhensible et encore une fois, c'est un bug de scénario. Et on termine notre liste avec en numéro 1 des bugs de scénario, le manga Shamo, ou Coq de combat en version française. D'ailleurs, c'est un de mon top 5 mangas pour ceux que ça intéresse. Bref. Alors, juste rapidement, on a donc, avec les numéros précédents, vu des bugs de scénario de nature différente. Des problèmes de doublage avec Digimon, aux antagonistes qui prennent la place du protagoniste avec Campbellfish, bref. Mais cette fois, le problème réside dans le thème porté par le manga Shamo qui ne fait pas sens avec la nature du protagoniste, c'est-à-dire Ryo Narushima. Alors Shamo nous raconte l'histoire de Ryo Narushima, je viens de le dire, qui est un élève brillant à la base. Il n'avait apparemment aucun problème pour entrer à l'université de Tokyo et rejoindre l'élite de la société japonaise. Cependant, à l'été de ses 16 ans, quelque chose craque dans la tête de Ryo. Armé d'un couteau, il assassine ses deux parents sauvagement, ne laissant que sa sœur en vie. Après avoir été envoyé dans une maison de redressement, Ryo apprend les arts martiaux auprès d'un vieux détenu nommé Kenji Kurokawa, qui est une espèce d'anti-Danpei Tange, pour ceux qui connaissent Ashita no Joe. D'ailleurs, tout le premier arc dans la prison est une énorme référence à Ashita no Joe. Bref. Une fois sorti de tôle, Ryo continue d'étudier le karaté, les sports de combat en termes général, tout en devenant de plus en plus un énorme sociopathe. Alors, Shamo, c'est un chef-d'œuvre. Extrêmement sombre, ça c'est une évidence, mais la partie qui va nous intéresser dans cette vidéo, et aussi la raison pour laquelle je l'ai placé en numéro 1 de cette liste, ce sont des thèmes abordés par ce manga, et tout particulièrement son thème principal, c'est-à-dire le fait que les organisations de sport de combat telles que le kickboxing ou plus tard le MMA dénaturent l'essence des arts martiaux. Et même le terme sport de combat est galvaudé dans le sens où, pour Kenji Kurokawa, les arts martiaux ne sont pas un sport mais une méthode de survie, on peut pas faire du sport en se battant en fait. En tout cas pour Kurokawa. Il ne peut pas y avoir de règles dans un combat ou même un arbitre. On verra d'ailleurs que Ryo aura beaucoup de problèmes à ne pas se faire disqualifier lors des combats parce qu'il vise souvent les yeux et les parties. Le mec c'est John Jones. C'est surtout pour montrer que dans l'esprit de Kurokawa et Ryo Narushima, les arts martiaux c'est fait pour tuer. Et quand Ryo rentre dans l'organisation du Lethal Boxing, qui est un équivalent du K1 ou du Glory, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, on nous montre vraiment à quel point le sport spectacle est pathétique, entre le dopage, les diffusions télé, les dramas entre les combattants, le trash talk pour faire vendre, bref. Pour ceux qui suivent l'UFC en ce moment, vous savez très bien de quoi je parle. Donc le manga tourne autour de la façon dont ces industries du combat entre guillemets ont commercialisé les arts martiaux et les ont détournés de leur but original comme moyen d'autodéfense et survie juste pour faire du pognon. Et justement, ce qui distingue Ryo de presque tous ses autres adversaires est que sa motivation initiale pour pratiquer les arts martiaux, c'était de survivre en prison, pas pour s'amuser. C'est pas du tout un sport pour lui, les arts martiaux. Et il est aussi intéressant de noter que le professeur de Ryo, c'est-à-dire Kenji Kurokawa, était quand même un terroriste politique militant. Donc voilà. Le manga explore également la dépravation présente dans certaines organisations de MMA qui s'inspirent souvent de conflits réels ou même de problèmes personnels entre les fighters pour faire monter la sauce et faire du bif sur leur dos. Ça peut faire penser par exemple à la manière dont l'UFC a utilisé durant leur promo du combat Conor versus Khabib des séquences où on voit Conor balancer un diable contre la vitre d'un bus, ce qui blessera plusieurs autres combattants présents dans le véhicule. Et évidemment, quand après que le combat soit terminé, Khabib pète un plomb et part se battre dans le public, voilà, avec Dillon Danis et je ne sais qui, les gens n'ont pas compris que c'était en fait pas juste de la promo, c'était pas du spectacle. Et par contre l'UFC s'en est mis plein les fouilles, mais ça, voilà, ça c'est une évidence. Ce thème-là de Shamo est un thème extrêmement intéressant et d'actualité. Voilà.
Alors, où est le problème? C'est la question qu'on peut se poser. Le problème, c'est que Ryo Narushima, notre cher protagoniste, qui est censé représenter le contraire du sport-spectacle, hein, il représente les arts martiaux dans leur version la plus pure, la version la plus cristalline, les arcanes des arts martiaux. Voilà, Ryo Narushima qui s'élève contre la décadence des sports de combat organisés, sauf que, et il faut le dire de façon très simple, Ryo est pire que tout. Alors, non seulement Ryo est un énorme tricheur qui ira jusqu'à crever l'œil d'un adversaire en lui plantant son orteil dans l'orbite, mais en plus, il se dope sans aucune vergogne. Enfin, je veux dire, le mec se charge comme le Liver King de manière totalement éhontée. Je veux dire, avec Ryo, c'est stéroïde ou rien du tout. Il poussera également des adversaires à déclarer forfait en leur faisant du chantage avec des photos d'eux déguisés en femmes ou leur envoyant des photos de leurs femmes en train de les tromper juste à la veille du combat. Enfin, je veux dire, le mec, c'est la pire ordure opportuniste possible. Ajoutez à cela que Ryo, il faut le dire, est un délinquant sexuel de la pire espèce et ira même jusqu'à V, voilà, je dis juste la première lettre de ce mot, je pense que vous m'avez compris, la petite amie du champion du Lethal Fight, c'est-à-dire Naoto Sugawara. Et Sugawara qui, ironiquement, est tout ce qu'un artiste martial est censé être, c'est-à-dire calme, maître de ses émotions, bon, juste, travailleur honnête, alors que pourtant, Sugawara est le porte-étendard du Lethal Fight. Donc, le porte-étendard du sport organisé. Ça veut dire que le personnage qui est censé incarner la dégradation des arts martiaux devenu un spectacle lucratif, c'est l'honorable Sugawara, et celui au contraire qui est censé représenter le caractère illustre et honorable des arts martiaux, c'est le rat d'égout Ryo Narushima. Donc ouais, ça n'a aucun sens. Et ce paradoxe n'est jamais même mentionné par les personnages. Pas une fois Kurokawa ne se pose et ne se dit, je sais pas, que c'est bizarre que son poulain, qui est censé défendre l'intégrité des arts martiaux japonais face à l'Occident dégénéré, est en fait un délinquant sexuel, un maître chanteur, chargé comme un missile, quadruplé d'un tricheur invétéré. Pour cette raison, Chavo trône à la première place des bugs de scénario. Alors, on va commencer en fanfare avec l'anime slash manga Dragon Quest, la quête de Dai. Je vous le dis tout de suite, ça me fait rudement plaisir d'enfin pouvoir vous parler de ce véritable classique des shonen des années 90, qui est récemment devenu assez populaire grâce à l'adaptation animée de 2020, ainsi que du jeu Infinity Strash, ou je sais pas comment vous voulez appeler cette merde, récemment sorti sur console, et qui est là, s'est éclaté au sol, mais bon, à la limite, ça c'est une autre histoire. Bref, je pense que certains d'entre vous vont quand même se demander ce que fait ce manga quasiment légendaire, eh bien, dans ma liste de bugs de scénario, étant donné qu'il s'agit quand même de l'un des shonen les plus standards qui soient. Je veux dire, bon, on y retrouve vraiment tous les poncifs du genre. Déjà, on a le héros pur et au grand cœur, évidemment Dai, issu d'une lignée légendaire, bon voilà, vous connaissez les bails. On a le faire-valoir comique du héros, Pop, ou Popu, je sais pas vraiment exactement comment prononcer son nom, qui apprend progressivement à arrêter d'être une grosse quiche lorraine et ainsi devenir un héros à la mesure de Dai. On a effectivement la tsundere au caractère bien trempé de service, Mam. On a le maître du héros qui se sacrifie contre le grand méchant en mode Obi-Wan Kenobi, j'ai nommé Avan, ou Aban, ça dépend. On a la princesse belle et vertueuse, Léona, bref voilà, je ne vous fais pas un dessin, on n'est clairement pas dépaysé. Mais, et c'est là que ça va devenir intéressant, on a surtout notre Vegeta de service, j'ai nommé Yunkel, ou Unkel, ou Enki, entre parenthèses. La quête de Dai, ça fait partie de ces mangas slash animés où chaque personnage a des noms complètement différents selon la version, quoi. En tout cas, on va l'appeler Yunkel, qui démarre en tant que rival et ennemi du héros, donc en tant qu'ancien disciple d'Avan, donc le maître de Dai, pour ensuite, finalement, rejoindre bon gré mal gré la team des gentils, lorsqu'il découvre qu'il a été en fait manipulé depuis le début par le grand méchant, c'est-à-dire le démon Adlar, véritablement responsable de la mort du père de Yunkel, alors que bon, ce même Yunkel pensait à tort qu'il s'agissait d'Avan, bref. Enfin bref, voilà, c'est du classique. Jusque-là, encore une fois, on est encore dans les sentiers battus des shonen, donc voilà, le rival du héros qui passe du côté lumineux de la force, c'est du vu et du revu, voilà, bon, c'est Sasuke, c'est Vegeta, bon, voilà. Rien de nouveau sous le soleil, et quand Yunkel décide de sauver Dai et ses potes des griffes d'Adlar, puis de le défier en duel, j'étais toujours pas vraiment surpris. Dans les animés en général, le rival du héros sert bien souvent à montrer à quel point le grand méchant de l'arc actuel est super fort, en se faisant justement tabasser par ce dernier, afin que le héros puisse ensuite paraître d'autant plus fort lorsqu'il battra lui-même le grand méchant. Le meilleur exemple de cela étant bien évidemment Vegeta, qui se fait casser en deux par Freezer, Cell et Majin Buu, juste pour que Goku, ou Gohan dans le cas de Cell, ait l'air plus stylé en les battant, à la fin de l'arc. Je veux dire, bon, voilà, encore une fois, on est en terrain connu.
Et alors que le combat fait rage entre Yunkel et Adlar, pour moi, il n'y avait pas le moindre doute sur le fait que Adlar allait obligatoirement ressortir vainqueur de ce duel. Enfin, je veux dire, c'est quand même celui qui a tué le maître de Dai, Avan, sous ses yeux. C'est forcément Dai qui vaincra le grand méchant Adlar pour venger son maître. Je veux dire, c'est un truc classico-classique dans les shonen. Enfin, je veux dire, bon, ça peut pas être le Sasuke de service qui va... mais si. si. Après un duel de folie, Yunkel se surpasse et plante Adlar avec son épée / home. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas le truc bizarre qu'il a fait. Bref, en tout cas, il a gagné. Alors voilà, bon, je sais pas comment vous le dire, mais voilà, je vais vous le dire quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel absolu, quoi? La première fois que j'ai lu ce chapitre, j'ai vraiment cru que c'était un bug de la matrice. J'étais tombé sur une espèce d'édition 1er avril, j'ai pas compris. J'ai lu ce chapitre, attends, comment ça? Yunkel a gagné? Mais what? Je veux dire, c'est fou. Je veux dire, c'est comme si Freezer avait été tué par Vegeta au lieu d'être tué par Goku. Ou que Voldemort avait été tué par Drago Malfoy et pas par Harry Potter. Ou que, encore, Dark Vador avait été vaincu par Han Solo et pas Luke. Ou encore, et je peux continuer toute la nuit, que Scar soit tué par Pumba et pas par Simba dans le Roi Lion. Je veux dire, encore une fois, what the fuck sur 20. Le grand méchant qui se fait buter pas par le héros mais par le rival du héros, je vous le dis, c'est du jamais vu, un véritable bug de scénario. Et je peux vous dire que si jusque-là je lisais le manga, donc la quête de Dai, avec la main dans le slip, en mode c'est du classico-classique, il y aura rien d'étonnant, je peux vous assurer qu'à partir de là, j'étais en mode suricate. J'étais en mode suricate. Pour le reste de ma lecture, j'étais vraiment prêt à toutes les dingueries, à toutes les surprises de ce manga. Bon, après, voilà, bon. Il est vrai qu'il sera révélé par la suite que le grand méchant ultime du manga n'est pas en fait Adlar, mais un certain Ban, donc seigneur des démons de son état, et qu'en plus, de toutes les façons, Adlar se verra ressusciter d'entre les morts peu après. Donc ce n'est pas un énorme bug de scénario jamais vu de la mort qui tue non plus. Mais quand même, cela fait partie de ces moments les plus surprenants ever dans une fiction que j'ai jamais expérimentée. Ok, alors on va passer directement au second bug de scénario de notre liste, j'ai nommé le dessin animé Balto 2, la quête du loup, sorti en 2002. Alors là, moi qui parlais il y a quelques instants de main dans le slip, je peux vous dire que j'avais mes 2 bras dans mon caleçon en regardant ce truc, parce que putain, je veux dire, j'ai toujours beaucoup apprécié le premier film Balto, certes, qui profite effectivement d'une superbe animation, d'une OST de dingue avec la scène de la mère de Balto par exemple, voilà, d'un développement tout à fait correct, du protagoniste Balto qui apprend petit à petit à ne pas avoir honte de son héritage de loup, d'un antagoniste tellement ridiculement méchant qu'il en devient extrêmement divertissant, c'est-à-dire évidemment style. Enfin bref, le premier Balto, donc Balto 1, c'était quand même une valeur sûre. Mais autant vous dire que j'étais pas du tout hypé pour le second opus, c'est-à-dire Balto 2. Surtout quand j'étais tombé sur les pubs du film à l'époque. Je veux dire, bon, j'avais beau avoir 10 ans, faut pas avoir eu Bac plus 6 pour remarquer dès la première bande-annonce que le budget a été divisé par 18, comparé au premier volet, je veux dire... aïe aïe aïe, les mecs n'avaient plus un rond, c'était assez affolant. Et d'ailleurs, et voilà, un jour, il me semble un dimanche pluvieux, voilà, mon daron m'avait ramené effectivement le DVD ou la cassette du film, je sais plus, bref. Alors bon, je me suis dit, allez, vas-y, je vais regarder le dessin animé histoire de... De toutes les façons, je m'ennuyais comme un rat mort. Je m'attendais donc à un scénario assez convenu, et c'est plus ou moins à quoi j'ai eu droit. En tout cas, pendant une bonne partie du film. En gros, bon, voilà, comme genre dans la meute. Balto, donc son père, part à sa recherche, inquiet pour sa sécurité. En chemin, il rencontre d'autres animaux, ils vivent de nombreuses aventures, bref, le classique. Je le répète, j'étais vraiment en mode balèque durant la majeure partie du film, et j'en attendais rien du tout. Je veux dire, le seul truc sympa dans ce film, en fait, en tout cas jusque-là, c'était le fait qu'effectivement, Philippe Vincent, le doubleur de Balto dans le premier volet, reprenait encore une fois du service, et ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce mec, c'est un excellent doubleur. Bon. Mais voilà, à part ça, rien d'incroyable. En tout cas, jusqu'au moment où Balto et sa fille font enfin la rencontre de la fameuse meute de loups, qui sont hélas en pleine famine. Donc ce clan de loups affamés est divisé en 2 clans, en 2 camps bien distincts. Donc une partie dirigée par un vieux loup plein de sagesse, Nava, qui estime qu'il faut que la meute s'en aille vers de plus verts pâturages, et l'autre partie préférant suivre Nijou, une espèce de grand méchant de service un peu cliché, qui est préférant aller voler de la nourriture aux autres clans environnants. Et alors que les 2 groupes se retrouvent face à face, un pont de glace se forme sur le lac en face d'eux, grâce à des morceaux de banquise. Nava est donc séparé du reste du groupe, lorsque le pont se brise et Alou décide de rester avec lui. Pendant ce temps, Balto continue avec le reste de la meute, Nijou parvient à rejoindre Nava et tente de le tuer, mais Alou le balance à l'eau, bref, peu importe. Bon déjà, pour moi, il était clair que Nijou était d'ores et déjà mort noyé, de toute façon, il avait plus rien à apporter à l'intrigue. Ensuite, comme on s'y attendait, Alou
Lou décide de rejoindre le clan en tant que nouvelle chef de meute, continuant ainsi sa route vers l'autre rive en laissant son père derrière elle, ayant enfin trouvé sa place en tant que loup. Arrive juste après, ne vous inquiétez pas, lorsque l'on constate que Nijou a finalement survécu et qu'il a regagné l'ancien territoire de la meute. Même chose pour le vieux loup Nava qui est encore vivant et donc a regagné la rive avec Balto. Le premier truc bizarre déjà, c'est que Nava et surtout Nijou sont encore vivants. Je pensais qu'ils allaient mourir tous les deux pour symboliser la passation de flambeau avec Alou. Mais non, pas du tout. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le vieux loup Nava annonce de nulle part, out of nowhere, qu'il va tenter de retrouver Nijou, le grand méchant du film, je le rappelle, hein, et ainsi former une nouvelle meute avec lui. Et le film s'arrête là-dessus. Ok, alors encore une fois, WTF sur 20. J'ai pas compris. Je sais pas comment le dire autrement, c'est l'une des fins les plus déconcertantes que j'ai jamais vues de ma life. Surtout venant d'un film qui était jusque-là d'une banalité à toute épreuve. Je le répète, le personnage de Nijou était établi depuis le début du film comme étant, en tout cas depuis le début du film, en tout cas depuis le moment où on le voit, comme étant en opposition directe avec Nava et les valeurs de la meute. Il est clairement représenté comme le méchant de l'histoire. Aussi, la soudaine décision de Nava de tenter de se réconcilier avec Nijou semble vraiment pour le moins inattendue. Je veux dire, après tout le conflit construit entre Nava et Nijou, on pouvait quand même, je sais pas, s'attendre à une confrontation ou à une résolution plus satisfaisante de leur rivalité. Une réconciliation, carrément. C'est quoi, c'est quoi ce délire? C'est égalité et réconciliation? C'est quoi ce... Je comprends pas. Je sais pas, c'est Nava, c'est qui? C'est Soral? Ça se passe comment? Je sais pas si... Mais surtout, cette fin est en contradiction totale avec les valeurs véhiculées par le film, car le message central de l'œuvre est clairement axé... Putain, j'en peux plus, désolé. Je n'ai pas compris. Encore une fois, le message central de l'œuvre est clairement axé sur l'acceptation de la différence et la recherche d'harmonie et de compréhension entre les loups, les humains et les chiens. Donc forcément, la décision de Soral... J'arrête, putain, il faut que je me calme là. Donc forcément, la décision de Nava de carrément former une nouvelle meute avec Nijou, qui donc incarne des valeurs opposées, est en contradiction directe avec ce message. Donc ouais, c'est un bon gros bug de scénario bien dodu. Mais vous savez quoi? Moi je dis oui, voilà. Malgré le fait que la fin sort de nulle part et n'est pas du tout foreshadowée, sans parler du fait qu'elle m'a laissé sur ma fin effectivement, bah déjà, cette fin est super originale. Et pour une fois qu'un film ayant pour thème l'acceptation de la différence décide de tendre la main à son vilain, à son méchant, et pas à le balancer en haut d'une tour en mode Frollo du bossu de Notre-Dame, bah moi je dis oui. Voilà, égalité, réconciliation, égalité, réconciliation. Et tout ça pour vous dire que, étonnamment, bah, je vous conseille un peu ce film d'animation, rien que grâce à son bug de scénario. Par contre, ce que je vous conseille pas du tout, c'est le visionnage de Balto 3. Parce que, à part si parmi vous, il y a des furries qui veulent se taper des hucs sur l'espèce d'oie ignoble là, dans Balto 3, voilà, vous pouvez y aller. À part ça, je vous conseille chaudement de passer votre chemin. Et arrêtez-vous à Balto 2, ce sera, je pense, largement suffisant. Bon, alors, on va continuer directement sur un autre film d'animation, avec le classique parmi les classiques, évidemment. Bon, là, je parle du Roi Lion, qu'on ne présente plus, le symbole de la période de renaissance de Disney, donc voilà, un véritable carton au box-office, nominé aux Oscars, aux Golden Globes, bref, vous connaissez la musique. Et effectivement, bon là, on peut se demander comment le film qui a bercé toutes nos enfances, qu'est-ce que ça fout dans la liste des bugs de scénario. Mais ne vous en faites pas, on va y venir. Bon, on va faire un petit peu le résumé de l'histoire. Donc déjà, ça raconte bien évidemment l'histoire de Simba, un jeune lionceau qui doit faire face à la perte de son père Mufasa et à l'exil de sa terre natale après qu'il ait été persuadé par son oncle Scar qu'il a été effectivement le responsable de la mort de son père. Alors qu'en réalité, tout faisait partie en fait du plan machiavélique de son oncle Scar pour prendre le trône de son frère Mufasa. Après des années de vie paisible loin de tout cela aux côtés de ses nouveaux amis, c'est-à-dire Timon et Pumba, Simba revient finalement sur la terre des lions pour réclamer sa place en tant que roi légitime et donc affronter son oncle malveillant Scar, restaurant ainsi l'équilibre de la terre des lions, le cycle de la vie, tout ça. Bon. Le film explore principalement le thème de l'acceptation de ses erreurs, du fait de ne pas fuir son passé, mais plutôt d'essayer de comprendre nos fautes passées justement, afin de devenir plus fort et donc de repartir de l'avant. Bon. Alors oui, le thème est très intéressant, sauf que c'est justement sur ce thème que se niche notre bug de scénario. Donc, lorsque Rafiki, le babouin, donne un coup de bâton sur la tête de Simba, il lui dit que la douleur importe peu, ce qu'il faut c'est d'apprendre de cette expérience. Aussi, lorsque Rafiki lui redonne un coup de bâton, cette fois Simba esquive, fort de sa nouvelle expérience. Bon voilà, c'est parfait, on comprend directement le message, bravo Disney, on parle quand même d'une compagnie qui produit des films dont 9 fois sur 10 le message se réduit à « suis tes rêves et l'amour c'est trop bien », donc voilà. Là, clairement, ils se sont cassés un peu les couilles au niveau du thème abordé par le film. Et donc là, dans ce film, on te dit que la vie est dure,
qu'il y a des merdes qui nous tombent dessus quoi qu'il arrive, et qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, bah faut s'améliorer. Et moi je dis oui. Sauf que, et c'est là où effectivement notre petit bug de scénario montre le bout de son museau, quand Simba retourne sur la Terre des Lions, bah, il affronte donc son passé, prend la responsabilité de la mort de son père, devant son oncle et sa mère et toutes les lionnes, mais ça tourne mal. Il avoue donc avoir accidentellement tué Mufasa, mais personne ne le soutient. Personne n'arrête Scar lorsqu'il pousse Simba au bord de la falaise, et il le laisse totalement faire. Et ce n'est qu'à partir du moment où Scar murmure à l'oreille de Simba qu'il a tué Mufasa, bah, que Simba justement le force à avouer, et que soudainement tout le monde est de son côté. Les lions interviennent, dégagent toutes les hyènes, et Simba parvient effectivement à renverser la vapeur. Mais je veux dire, si on se pose 2 minutes et qu'on commence à réfléchir, je veux dire, ça veut dire quoi en fait tout ça? On nous dit que à la base, lorsqu'on fait une erreur, il ne faut pas fuir, mais assumer ses responsabilités et apprendre de ses fautes afin d'être meilleur. Sauf que, et c'est le problème, quand Simba revient pour assumer sa faute, il se fait carrément recte, et personne ne le soutient jusqu'au moment où on apprend que finalement, bah, Simba n'a pas fait cette erreur, il n'est pas responsable, et qu'il n'a jamais fait de faute. Donc c'est bon, à partir de là, les lions interviennent. Encore une fois, WTF sur 20. Je veux dire, je comprends que Simba soit traumatisé par la mort de son père, et c'est pour ça qu'il recule devant Scar au début. Mais alors, il a servi à quoi le Rafiki? Normalement, Simba aurait dû dire, ouvrir les guillemets, ouais, j'ai tué mon père, je le regrette, mais c'est du passé, et je vais faire en sorte de réparer mes erreurs en te bottant le cul, toi Scar mon oncle, et en reprenant ma place dans le cycle de la vie. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû dire. Sauf que non. Au lieu de ça, Simba se contente de faire sa victime jusqu'au moment où il apprend que, en fait non, c'était pas lui le responsable. Mais en fait, c'est quoi le projet? C'est quoi la morale du film, si on y réfléchit? Parce que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut assumer ses fautes qu'à partir du moment où c'est finalement pas toi le vrai responsable. Ouais, parce que si t'assumes tes fautes et que c'est vraiment toi le coupable, bah tes potes te regarderont te faire balancer à bas d'une falaise en feu. Ok, d'accord. Je veux dire, bon, vous savez quoi, je crois que je préfère encore plutôt continuer à fuir en n'assumant rien du tout, hein. Je crois que ça vaut mieux. Je crois, désolé, que ça vaut mieux. Mais franchement, désolé les gars, mais... Non vraiment, je veux dire, il s'agit là d'un énorme bug de scénario qui dessert grandement le message du film, au demeurant excellent, encore une fois. Le pire, c'est que la chanson la plus populaire du film, à savoir Hakuna Matata, est centrée sur le fait d'éviter ses responsabilités, c'est-à-dire pas de soucis. J'ai envie de dire, tout est dit. Ok, alors, nous allons, pour notre 4e bug de scénario, nous intéresser à l'univers des RPG japonais. Pour donc, ce 4e bug de scénario, et tout particulièrement sur la série Shin Megami Tensei, Persona, et donc Persona 3. Un jeu de rôle japonais, développé par Atlus, opus bien moins connu que ses homologues Persona 4 et surtout Persona 5, Persona 5 qui est un véritable phénomène, mais qui reste quand même assez apprécié par les fans. Bon, l'histoire se déroule dans une ville moderne où des créatures mystérieuses appelées Ombres menacent l'humanité. Le protagoniste, un étudiant transféré, rejoint un groupe spécial appelé le SEES, qui forcément livre une guerre sans merci à ses ombres. Donc le jeu alterne entre la vie quotidienne du protagoniste, qui tisse des relations avec d'autres personnages de sa vie quotidienne, et donc ça permet effectivement d'améliorer sa capacité à faire fusionner des trucs. Bon bref, ça améliore ses stats, on va dire, voilà. De manière un peu plus simple. Le jeu est connu pour son atmosphère sombre et ses choix moraux, ainsi que pour son style visuel assez distinctif. On parlait même de l'intrigue qui explore des thèmes sombres tels que la mort, l'isolement et l'acceptation de sa propre mortalité. Enfin bon, voilà. Tout cela fait, sans conteste de Persona 3, le véritable point de départ de la populaire série Persona. Et maintenant, même si effectivement je sais que je vais pas me faire des amis, quand même, je dois le dire, mon expérience avec ce jeu est loin d'être impérissable. Faut quand même que je vous le dise. Entre les innombrables heures de farm que je me suis tapé dans l'espoir de pas me faire pulvériser en 2 coups par les boss, ensuite... à la fin pour quand même faire buter par un vieux mob qui te one-shot de nulle part et qui te nique 3 heures d'XP, le système basé sur les liens sociaux avec 3/4 des personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale, c'est-à-dire que tu vas rester 5 heures à renforcer ton lien avec une gamine random que tu as trouvée dans un parc, alors qu'elle n'a pas la moindre idée de l'existence des ombres, elle n'a rien à faire avec le scénario principal. Enfin, je veux dire, tu te dis, mais en fait, je perds mon temps à me lier avec ces personnages, enfin, je sais pas. Faudrait faire ça seulement avec les persos de la team, pas avec les schlags du lycée, voyons. Enfin bref, je sais pas. En parlant de la team, d'ailleurs, ils sont tous contrôlés par l'IA durant les combats, c'est-à-dire que tu ne contrôles que ton perso. C'est donc absolument misérable en termes de gameplay. Ton perso, d'ailleurs, vu qu'on en parle, n'a évidemment pas droit à la parole, et il est dénué de toute personnalité. Donc, bon, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent mes vidéos, c'est l'un des tropes que je déteste le plus, donc merci beaucoup, merci. À côté de ça, on a des méchants complètement flingués, ultra manichéens, voilà, bon, gentil versus méchant... Encore un autre trope que je supporte pas. Mention spéciale à Ikitsuki, qui passe de gentil directeur marrant à fanatique criant comme un dingue à partir du 3/4 du jeu.
et sans la moindre transition. C'est vraiment l'un des méchants révélés les plus honteux depuis la brebis de merde dans Zootopia. À côté de ça, encore une fois, on a un boss de fin quasiment intuable qui n'a pas 2 formes, ni même 3 formes, non, ni même 4, ni même 5. Non, là on parle de 13 putains de formes, et bon voilà... Imaginez le boss quoi, ça m'a mis 2h30 pour l'abattre, c'est le sac à PV ignoble. Et surtout, on a un jeu qui se traîne sur 100 heures, à cause du simple fait que le jeu se déroule sur une année entière, dont vous vivrez chaque putain de journée. Et le pire c'est que même chaque jour est divisé selon les moments de la journée, enfin je veux dire c'est interminable, la mayonnaise qui ne se finit jamais, et l'intrigue qui normalement tiendrait sur 30 heures, en dure finalement 110, Cyberchef, Cyberchef putain. Bon, je vais pas vous faire un dessin, vous l'avez compris, j'ai pas totalement été convaincu par ce Persona 3. Enfin bon, s'il y a bien un élément de l'intrigue qui m'a franchement surpris, et on en arrive enfin au bug de scénario, c'est quand même le développement du personnage d'Aegis. Alors, au début du jeu, Aegis nous est présenté effectivement comme un androïde sans émotion, conformément au stéréotype Kudere, voilà, ayant simplement pour but de protéger le protagoniste, un grand classique, tandis que le personnage de Yukari, elle, est clairement mise en avant comme la véritable love interest officielle du protagoniste, et le deuxième personnage le plus important du jeu. Déjà, Yukari est le premier personnage qui apparaît, la publicité et la jaquette du jeu la mettent en avant, sa backstory est intimement liée aux ombres puisque son père est à l'origine de leur création, et c'est le personnage le plus simple avec lequel avoir une romance, voilà. Avoir une romance avec Yukari, c'est très simple, contrairement, par exemple, à d'autres personnages où il faut se lever à 6h du matin le 31 juillet pour espérer éventuellement faire un petit truc, enfin bref. En tout cas, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, sauf que, au fur et à mesure que l'histoire progresse, Aegis, donc espèce de petite androïde pas très intéressante et pas très importante, prend une place de plus en plus importante justement dans l'intrigue. Ses relations avec le protagoniste commencent à dépasser le simple garde du corps, et elle se met petit à petit à supplanter Yukari aux côtés du protagoniste, prenant inexplicablement de plus en plus de place dans l'intrigue, et remplace finalement, et un peu out of nowhere, de nulle part, la place de Yukari auprès du héros, devenant sa love interest officielle. Je veux dire, c'est vraiment ultra bizarre, je vais pas vous mentir. Le jeu se termine quand même avec le protagoniste, la tête posée sur les genoux d'Aegis, un personnage qui, je le rappelle, apparaît après 15 ou 20 heures de jeu sans que rien ne foreshadow son arrivée ni rien, quoi. C'est quand même fou qu'un personnage arrivant aussi tard dans le jeu et dont la venue n'est absolument pas préparée puisse avoir une place aussi prépondérante comme ça sans que rien ne le justifie. Encore plus incompréhensible, Aegis sera la protagoniste principale de l'extension The Answer, qui est donc un épilogue distinct qui ajoute une nouvelle intrigue d'à peu près 30 heures à l'histoire de base de Persona 3. Enfin voilà, Aegis prend une place totalement démesurée qui semble venir de nulle part. Et là-dessus, faut vraiment jouer au jeu pour me comprendre. La meuf n'est clairement pas introduite pour être un perso aussi important. Je veux dire, soyons honnêtes, on sent quand un nouveau personnage va être important, comme je sais pas, dans FF10 par exemple, où on sent direct, dès qu'on le voit, que Horod va être peut-être un peu plus important que Riku. C'est généralement évident. Sauf dans Persona 3, et ça lui permet effectivement de décrocher la 3ème place dans ma liste des bugs de scénario. Et on va finir cette vidéo en beauté avec un très gros morceau que je considère comme étant le top 3 des meilleurs mangas ever. J'ai nommé évidemment l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, ce que vous voulez, bon bref. Et je vous le dis tout de suite, si je considère tous les bugs de scénario dont on a précédemment parlé, excepté le cas du Roi Lion certes, comme étant positifs et rendant leurs œuvres respectives plus intéressantes, eh bien j'estime que l'Attaque des Titans souffre d'un bug de scénario qui atomise l'intérêt du manga et va totalement à l'encontre de ses thèmes, et donc, bon, soit dit en passant, explose le développement de beaucoup de personnages. Je parle à présent et bien évidemment de la fin extrêmement controversée, qui, si elle avait été mieux négociée, m'aurait poussé à considérer SNK comme rien de moins que mon manga préféré ever, détrônant ainsi Ashita no Joe, mon manga favori actuellement. Donc voilà, c'est vous dire à quel point ce bug de scénario est plutôt sérieux. Bon, je vous préviens direct, je vais spoiler comme un énorme rat musqué à partir de maintenant, donc si vous n'avez pas fini le manga ou même vu le dernier épisode de l'anime, je vous conseille de couper la vidéo immédiatement. Aussi, dernier détail avant de commencer, l'anime n'est pas encore fini au moment où je tourne cette vidéo, donc bon, si l'anime corrige éventuellement les erreurs du manga, eh bien considérez la critique qui va suivre comme étant exclusive au manga. Voilà, il y a tellement de trucs incompréhensibles dans cette fin que je sais pas vraiment par où commencer. Voilà, je vous le dis direct. Déjà, on a le fait qu'Ymir soit à l'origine de tout. Voilà, out of nowhere encore une fois, ce qui retire ARN sa proactivité, le fait que ce soit lui qui agisse, ça fait un peu chier quand même, bon. En plus de ça, le fait qu'elle agisse principalement par amour pour le roi Fritz, c'est un peu du WTF sur 20, parce que bon, je le rappelle, le roi Fritz lui a crevé les yeux, coupé la langue, l'a utilisé jusqu'à sa mort, et voilà, s'il y avait besoin, mais il n'y avait pas besoin, il a carrément donné son cadavre à bouffer à ses propres enfants. Je veux dire, bon, super la romance, quoi. Même Sakura serait un peu choquée, quoi. Même elle demanderait à notre ami Ymir de lever un peu le pied, quoi, de se respecter un peu. Enfin voilà, quoi, il y a plein d'autres trucs, je sais pas, genre Eren qui détransforme Connie et Jean
en leur rendant leur humanité alors qu'ils s'étaient transformés en titans. Donc ok, on est censé être content, mais par contre, il s'en bat les couilles de tous les autres titans, genre ceux du village de Connie, enfin les autres, bref, voilà, bon. Allons directement à l'essentiel, parce que sinon... ça va prendre 10 plombes. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le plan de Eren, c'est-à-dire le grand terrassement, est absolument désastreux, puisqu'il consiste à éradiquer 80% de la population mondiale afin de libérer Eldia, de telle manière que seule l'alliance eldienne, c'est-à-dire Misaka, Reiner et tout ça, peuvent l'arrêter. Ce qui donc serait censé réhabiliter les démons d'Eldia aux yeux du monde, puisqu'ils deviendraient alors les héros qui ont fait cesser le grand terrassement et qui ont vaincu Eren. Donc c'est un plan qui pourrait éventuellement se rapprocher de celui de Lelouch, donc de Code Geass, voilà. Sauf que c'est stupide, puisqu'à la suite de cette catastrophe planétaire, les nations survivantes se sont mises à prendre Eldia pour cible, au lieu de la laisser tranquille, et j'ai envie de dire, bah ouais, logique. Eren pensant qu'il pouvait mettre fin à des guerres et des préjugés séculaires par un simple génocide mondial, c'est juste un peu con. Tout ce que Eren a vraiment fait, c'est juste, de justifier la peur, tout simplement, et la haine d'Eldia dans un monde qui lui était déjà ultra hostile à la base. Le plan d'Eren n'a pas seulement échoué, il a carrément empiré les choses. De plus, tout laisser entre les mains d'Armin est un peu risqué, parce qu'en effet, Eren délègue tout à son pote Armin, la personne la plus intelligente qu'il connaît et son ami le plus proche, et qui a donc pour rôle à présent de négocier la paix, ainsi qu'une place dans la communauté mondiale pour Eldia. Alors ok, Armin a peut-être le verbe haut, c'est peut-être un bon négociateur, mais là ça va être chaud. Ça va être chaud Eren, je te le dis tout de suite. Bon, Eren, je le rappelle, a un peu piétiné la majeure partie de tous les organismes de la planète. Ça va être un peu chaud cacao de convaincre ce qui reste de l'humanité de passer l'éponge, franchement je te dis Eren, là je crois que t'es un peu trop optimiste. En plus, confier l'avenir d'une nation entière à une seule personne, c'est juste un peu irresponsable. En réalité, même quelqu'un d'aussi intelligent et loquace qu'Armin ne pourrait pas empêcher un monde post-terrassement de vouloir se venger d'Eldia. Et malheureusement, l'épilogue a confirmé cette triste réalité. Ce qui fait que, au final, le coup de force d'Eren n'a abouti absolument à rien. Le monde est toujours sans dessus-dessous, Eldia a encore et toujours des ennemis qui veulent se venger, enfin voilà, c'est quoi le délire en fait, c'est quoi le projet? Eren pouvait voir le futur, il voulait protéger ses amis naninana, mais pourtant Sacha et Angie sont quand même morts. Levi, c'est vrai que si je dis Levi, tout le monde va me prendre par le callback comme mes dernières vidéos sur... SNK. Mais vous savez quoi, je dis Levi, voilà, pas Levi. Levi est handicapé, de toutes les manières il est handicapé, c'est pas lui qui va me... Bref, pourquoi ne pas les avoir sauvés si tu peux voir le passé? Enfin bref, écoutez, si on part du principe que l'ennemi principal du monde, en tout cas l'ennemi principal de Eldia, est marre, alors pourquoi éradiquer le reste du monde des mecs qui ont rien demandé, quoi? Mais vous savez quoi? Eh bien, jusque-là, je vous le dis, y a rien d'irréparable en termes de scénario. Et il aurait suffi d'un seul truc pour faire en sorte que, malgré tous les problèmes que je viens de vous énumérer, le manga puisse quand même finir sur une fin logique et même une super fin. Et cette chose, elle est simple. Ce que Isayama, notre auteur préféré, ou moi préféré maintenant après cette fin de merde, aurait dû faire, c'est juste de continuer à faire d'Eren le méchant de l'histoire. Et de continuer à le montrer comme étant un gros salopard, et faire en sorte que le grand terrassement soit toujours montré comme quelque chose de négatif. Ce qui n'est pas forcément compliqué. C'est-à-dire que là, il s'agit quand même d'un génocide mondial. Je pense que ça... Voilà, c'est facile de montrer ça comme quelque chose de négatif. Je pense que t'as pas besoin de forcer. Ça va, quoi. Bon. Et juste en faisant cela, tous les soucis dont je viens de vous parler font sens, directement. Puisque, ouais, il est normal, en fait, que le grand terrassement n'aboutisse à rien de positif si il est montré comme un holocauste inutile mené par un fou furieux. Le fait qu'aucun problème n'ait été réglé et que le grand terrassement n'a servi à rien fait sens, mais seulement à partir du moment où Eren est montré comme étant un gros méchant. Et c'est là qu'on en arrive à notre bug de scénario, le pire d'entre tous si vous voulez mon avis, qui consiste en qu'Eren, d'absolument nulle part, bénéficie d'une rédemption éclair, et on t'explique rapidos que non, il est gentil depuis le début, et ce qu'il a fait c'est une bonne chose. Je veux dire quand même, Armin le remercie carrément d'être devenu un meurtrier de masse. Attends, mais quoi? Quoi? Je veux dire, vous êtes fous? C'est quoi le délire? Et donc, bon, tout ça, ça doit rendre Eren, ça devrait rendre Eren sympathique aux yeux des lecteurs que nous sommes. Sauf que non, non, vu qu'il a tué 80% de l'humanité. Je veux dire, ça rend le projet un peu complexe, je le répète. Tout cela aurait été acceptable si Eren avait continué d'être présenté comme un monstre. Mais le fait qu'il soit facilement pardonné et même valorisé pour quand même avoir éradiqué quasiment l'humanité, ça c'est un peu inacceptable. D'autant plus que on te montre bien que la plupart des mecs qui se font tuer par le grand terrassement sont des innocents. À un moment, effectivement, on voit les deux enfants marres, là, dans la tente, ou je sais pas quoi, là, où il me semble que ce sont pas des marres, enfin bref, ce sont des petits enfants, là, qui se font tuer dans une tente, et à la fin, on te dit, ouais, c'est ça, c'est bien, ça. Ça, c'est trop bien, ça. Vous êtes sérieux?
Vous êtes sérieux les mecs? Je veux dire, permettez-moi de le dire de manière plus simple, Eren n'avait pas besoin d'une rédemption de dernière minute. Laissez-le être un vrai méchant, bon sang. Au début de l'arc final, une majeure partie des fans, et dont je faisais partie, ont applaudi le virage diabolique d'Eren. Beaucoup, dont moi, ont apprécié comment il a évolué de héros typique de shonen super cliché en un monstre déterminé et implacable. Moi, j'étais le premier à applaudir, j'étais dans les tribunes, faire ouais, super, super. Voilà, Isayama, merci. Mais bon, le problème, c'est que, malheureusement, on nous apprend que finalement, non, pas du tout, Eren, c'est un gentil, hein. Il a juste niqué la planète, c'est rien du tout, hein. Vous inquiétez pas, c'est rien. Ah, mais c'est rien, ça arrive, c'est rien du tout. Et donc, ces atrocités, y compris le meurtre de sa propre mère, étaient en fait motivées par de bonnes intentions. Voilà, allez, au revoir, merci. Je vous le dis, ce refus de s'engager dans la vilainie d'Eren a tout simplement ruiné tout l'héritage qu'il aurait pu avoir. Isayama, donc, encore une fois, l'auteur de SNK, a tout simplement manqué de couilles. Pour le coup, il aurait dû continuer à y aller à fond. Fondamentalement, Eren était prêt à commettre, et surtout, il l'a fait en fait, à commettre un génocide mondial pour sa liberté égoïste. Si Eren avait été dépeint comme un méchant, je le répète, cela aurait eu du sens. Cependant, il est finalement dépeint comme un héros absolu, comme le sauveur d'Eldia, et son idéologie égoïste a été inexplicablement présentée comme étant héroïque et juste. Je vous le dis, cette fin me donne la gerbe. Le mec extermine des femmes, des vieillards, des enfants innocents, ça n'aboutit à rien. À la fin, Eldia est quand même considéré comme étant l'ennemi mondial, et à la fin, eh bien, on te le présente quand même comme un héros. Super, merci pour le grand terrassement. Mais attends, t'as perdu la boule, Isayama, il s'est passé quoi? Donc, clairement, je ne vois pas pire bug de scénario que celui-là, d'autant plus que bon, je le répète, SNK, quand même, le sang de la veine. Je veux dire, SNK, franchement, c'est tout ce que j'aime dans la fiction, je vais pas mytho. SNK égale tout ce que j'aime dans la fiction. Et donc, le fait que ça finisse en eau de boudin comme ça, aïe, quoi. Franchement, mais ça me fait mal au derrière, je vais pas mytho, hein. J'ai pas encore vu l'animé, j'ai pas encore vu le dernier épisode, donc en espérant qu'ils aient peut-être corrigé un truc, En fait, c'est super simple de corriger. Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste de montrer Eren comme étant méchant, c'est tout. Ça veut dire que tu montres le génocide de la planète entière comme étant quelque chose de négatif. C'est tout ce que t'as à faire et c'est bon, le manga devient... Voilà quoi, le meilleur manga ever, y a pas de souci, meilleur animé, ce que tu veux. Voilà, y a juste à faire ça, t'as pas besoin de faire des trucs de ouf, hein. J'espère qu'ils vont faire ça, je ne pense pas, mais on verra bien. Franchement, c'est quand même un truc de fou, bref. Je n'ai jamais encore fait de vidéo générale sur les incohérences dans les fictions, et bien que souvent je me concentre sur une franchise par vidéo, c'est-à-dire que je vais prendre des BZ et je vais donner toutes les incohérences que j'ai pu percevoir, pareil pour Naruto, enfin bref voilà, eh bien ce sera justement pas le cas aujourd'hui, car on va à présent parler d'une multitude de films différents, et les inconsistances, des incohérences de scénarios, de narration, des plot holes, comme disent les Américains, qui m'ont toujours fait chier. Et vous l'aurez deviné, on se concentrera sur le cinéma aujourd'hui, hein, bien particulièrement le cinéma. Alors, on va commencer tout tranquillement avec Star Wars. Alors, Star Wars, effectivement, quel est le problème? Le problème, c'est R2-D2. Parce que R2-D2, donc le petit droïde un peu sympathique, effectivement, a passé quand même pas mal de temps avec Anakin Skywalker. Et malgré cela, il ne révèle pas à Luke que Dark Vador est son père, alors que pourtant il connaît les deux. Il a vécu avec Anakin, ensuite il a vécu avec Luke Skywalker, et on voit effectivement que Luke et R2-D2 sont en capacité totale de communiquer l'un avec l'autre. Bon, pourquoi il lui révèle pas que Dark Vador est son père? C'est quand même bizarre, une omission assez discutable, hein, qui questionne un peu la loyauté du droïde et le traitement des informations cruciales chez l'agente cyborg. Je sais pas comment tu veux appeler R2-D2, mais il y a un souci. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est clairement un oubli de scénario. Après, on pourrait éventuellement justifier, parce qu'il n'y a rien techniquement qui nous prouve que R2-D2 savait que Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, mais le mec, il doit quand même un peu s'en douter, c'est quand même un peu bizarre. Moi, franchement, en tout cas, moi, j'achète pas. Bon. Allez, on passe à écouter un film de David Fincher, peut-être le film le plus connu de la filmographie de David Fincher, évidemment, Fight Club. Alors, quel est le problème de Fight Club, qui est donc au demeurant un film très bien écrit d'ailleurs, comme la plupart des films de David Fincher. En fait, le seul souci dans ce film-là, c'est lorsque Robert Paulson, hein, le mec avec des gros bezoulas, avec des gros bezazels, qui affirme effectivement au protagoniste, hein, dont on ne connaît pas le nom, qu'il connaît Tyler Durden. C'est-à-dire que Robert et le protagoniste se retrouvent dans la rue, ils s'embrassent, ah, comment ça va et tout, nanana, et ils se rendent compte l'un l'autre qu'effectivement ils sont tous les deux membres du Fight Club. Et Robert, voilà, Bob, révèle au protagoniste qu'il connaît Tyler Durden, que c'est une légende, voilà. Le problème avec ça, c'est que Tyler, c'est le protagoniste, voilà.
étant donné que le protagoniste est schizophrène, il a les deux personnalités. Donc comment ça se fait que Bob n'ait pas vu qu'ils étaient la même personne et qu'ils avaient la même tête? Voilà, ça remet clairement en question la perception de la réalité dans le film. Et bon, voilà, c'est quand même compliqué au niveau de l'exploration de l'identité, de la santé mentale. Là, on se demande qui est fou. Bob, effectivement, parle de Tyler, mais il n'est pas certain qu'il connaisse Tyler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du film, il parle de Tyler comme si c'était une légende, donc peut-être qu'il ne le connaissait pas. Mais d'un autre côté, comment ça se fait qu'il ne le connaisse pas s'il allait au Fight Club? Ça veut dire qu'il allait au Fight Club alors que Tyler n'était jamais présent? Alors qui dirigeait le Fight Club? Parce que normalement c'est soit le protagoniste, soit Tyler. Il y a des jours avec le protagoniste, des jours avec Tyler. Le problème c'est qu'étant donné qu'on se rend compte vers la fin du film que Tyler et le protagoniste sont en fait la même personne, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, voilà. Moi je veux bien comprendre que Bob effectivement à ce moment-là n'avait jamais encore vu Tyler et qu'il dit ouais tu sais il y a une légende, on parle de Tyler Durden. Ok, mais alors dans ce cas-là, vu qu'apparemment c'est un habitué du Fight Club, il aurait dû voir Tyler à un moment ou à un autre. Et se rendre compte que bah, c'est le protagoniste. Bref, vous m'avez compris, il y a clairement un souci quelque part. Allez, on va passer à Harry Potter. Un peu rapidement, parce que de toutes les manières, Harry Potter, j'avais fait, il me semble, 7 ou 8 vidéos sur le cas Harry Potter. Donc bon, écoutez, au niveau des incohérences d'Harry Potter, je pense que j'ai fait le tour. Mais je vais en parler effectivement un peu des incohérences qui sont vraiment extraordinaires et peut-être même des incohérences que j'avais effectivement oubliées ou pas assez soulignées dans mes vidéos. Donc voilà, ça va me permettre effectivement de remettre une couche. Donc on va commencer tout tranquillement avec le retourneur de temps. Évidemment, bon ça tout le monde en parle. Le retourneur de temps qui est donc introduit dans le tome 3 de Harry Potter est donc un objet extrêmement puissant qui permet effectivement de remonter le temps de manière causale. Parce qu'il y a deux façons de remonter le temps. Il y a la façon itérative et la façon causale. Voilà. Donc causal, c'est-à-dire que vous remontez le temps, mais vous êtes vous-même responsable de ce qui s'est passé dans la première timeline. De bons exemples, c'est évidemment le prisonnier d'Azkaban de Harry Potter. Il y a effectivement Primer, il y a d'autres... il y a d'autres exemples. Et en ce qui concerne le retour dans le temps itératif, il y a l'effet papillon, par exemple. Voilà. Bon. Le truc avec ça, c'est que si on prend seulement le tome 3 ou le troisième film du prisonnier d'Azkaban, en fait, le retour dans le temps fonctionne parfaitement, il n'y a aucune incohérence. Le seul souci avec ça, c'est lorsque effectivement tu te poses des questions et tu te dis attends, pourquoi on n'est pas remonté dans le temps dans le 4e tome ou dans le 5e tome quand Sirius est mort? Il y a plein de moments où effectivement tu te dis attends, c'est pas possible. Après, encore une fois, bon, pour le tome 5 à la limite, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Rowling s'était rendu compte qu'elle avait introduit un objet complètement surpuissant et lors de la bataille du département des mystères, tous les retournants de temps ont été détruits d'un seul coup. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais bref, admettons. Parce que tous les retournants de temps du monde entier étaient dans une seule et même salle et ils se sont fait sauter. Voilà, super, bien joué. Enfin bref, vous m'avez compris, ça n'a aucun sens. On va continuer avec Harry Potter, voilà. Bon, j'en avais déjà parlé dans je ne sais quelle vidéo, je crois, il me semble que c'est la toute première sur Harry Potter, mais oui, le fait que quand même... les jumeaux Weasley, qui avaient effectivement en leur possession la carte du maraudeur, la carte des maraudeurs, donc, qui leur permet de voir les mouvements d'absolument tout le monde au sein de Poudlard. Les mecs se sont jamais interrogés pourquoi leur petit frère Ron dort tous les soirs avec un homme nommé Peter Pettigrew dans son lit. C'est quand même un peu bizarre. Les mecs, ils se posent pas de questions. Un mec qui s'appelle Peter Pettigrew, quoi. Rien que le blaze, Pettigrew. Ah ouais, attends, comment ça? Ron, il dort avec un homme. Écoutez, c'est quand même bizarre qu'il se soit jamais posé la question. Parce que, allez, vous allez me dire, ouais, mais quand on est en mode Animagus, notre nom s'affiche pas sur la carte. Bah si, justement. Si. Harry repère Peter Pettigrew sur la carte, alors qu'il était en mode rat durant le prisonnier d'Azkaban. Donc encore une fois, il y a un problème. On va continuer avec Harry Potter, et par contre là, c'est effectivement une chose dont j'avais pas parlé dans mes vidéos, voilà, comme quoi effectivement, il y avait quand même beaucoup de trucs que j'avais pas dit. On va parler effectivement du Quidditch. Bon, le Quidditch, je vais pas effectivement en faire tout un fromage, ce sport n'a aucun sens. Ce sport n'a aucun sens parce qu'il y a trop d'importance qui est dédiée à l'attrapeur. C'est-à-dire que, en fait, l'attrapeur, dès qu'il attrape le vif d'or, déjà il gagne 150 points pour son équipe, ce qui est énorme, et en plus le match s'arrête. Donc d'une certaine manière on se dit mais en fait à quoi ça sert d'être un poursuiveur, ou d'être un batteur, ou d'être ce que vous voulez? Ça n'a aucun intérêt, Voilà. Bien évidemment, bon, dans le tome 4, avec le match là, de la Bulgarie contre l'Irlande, il me semble que c'est ça, où il y avait une configuration complètement extraordinaire, où il y a un écart tellement élevé des points, je crois, du côté bulgare ou du côté irlandais, mais Krum, donc du côté irlandais, mais Krum arrive quand même à attraper le vif d'or, et on te dit, mais en fait, pourquoi t'as attrapé le vif d'or? Ton équipe était en train de perdre. Quel est l'intérêt de faire cesser le match? Enfin bref, encore une fois, ça n'a aucun sens. Clairement, les règles du Quidditch, là, voilà. Faudrait les revoir, hein. Cette histoire de j'attrape le vif d'or et je gagne 150 points, en fait tu te dis être un poursuiveur c'est de la merde, ça n'a aucun sens.
Et dernier petit truc avec Harry Potter, dans le tome 2, effectivement, dans le volume 2, La Chapelle des Secrets, Harry Potter se prend un coup de croc du basilic, hein, voilà, qui se plante dans son bras, effectivement, donc une morsure du basilic, hein, et en principe on sait que le venin du basilic est d'une létalité incomparable vis-à-vis des Horcruxes. Le problème, c'est que dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on apprend que Harry est lui-même un Horcrux. Donc normalement, il aurait dû crever totalement. En principe, oui. Vu que lui-même est un Horcrux et qu'il se prend un coup de venin qui détruit directement tous les Horcruxes sans coup férir. Normalement, il y a un problème. Bon. Allez, on va un peu parler de Marvel, hein. Effectivement, je parle pas beaucoup de Marvel parce que je suis vraiment pas un gros fan de Marvel, mais bon, on va en parler un peu. Il y a un petit truc qui m'a toujours un peu fait chier dans tout ce qui est Infinity War et ensuite Endgame, c'est le fait qu'effectivement, le Doctor Strange, on le voit être capable d'utiliser sa capacité de couper les mains, les membres des gens grâce à ses portails. Voilà, on le voit effectivement couper une main d'un grand méchant avec son portail, c'est-à-dire qu'il met le portail, il coupe le portail, évidemment, la main part. Bah, tu te dis en fait, pourquoi il a pas fait ça contre Thanos? Bah oui, en plus, je dis Thanos parce que je pense que, surtout dans Infinity War, c'était son bras le problème, c'était c'était le gantelet dans l'infini le problème. Pourquoi ne pas couper le bras directement? Pourquoi ne pas, même pas essayer? C'est-à-dire qu'il essaye et Thanos, il arrive à griller ou il trouve une technique pour éviter de se faire couper les mains. Je dis ok, y a pas de souci, mais au moins qu'il essaie, quoi, au moins qu'il pense à ça, parce que c'est évident. Pourquoi même pas essayer? Je dis même pas qu'il aurait dû réussir, mais qu'au moins qu'il aurait dû tenter. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, en fait. Voilà. Allez, on va parler d'une franchise dont j'ai jamais encore parlé. À l'heure d'aujourd'hui, donc ça va être Hunger Games. Je suis pas un grand fan de Hunger Games, d'ailleurs, si je l'étais, je vous en aurais déjà parlé. Moi, à la limite, le seul truc qui m'a vraiment fait toujours extrêmement rire dans Hunger Games, c'est surtout la capacité donc du boulanger, la Pita, à se camoufler de manière ultra experte. Le gars, c'est le caméléon, quoi. Ça veut dire que tu le vois effectivement sortir du maquillage derrière le maquillage, quoi. C'est un truc de fou. Le gars, il fait un avec les arbres. Il fait un avec la matière. Et tu te dis, bon alors le mec, quoi, c'est un militaire ou je sais pas quoi. En fait, c'est un pâtissier. Et en fait, dans le film, ou même dans le livre, hein, j'ai lu effectivement le premier tome, il m'avait pas convaincu, je m'étais arrêté là, c'est que tout le monde trouve ça normal. Ça veut dire que les gens, ils arrivent à faire le lien entre, ah, c'est un pâtissier, donc il est tout à fait normal qu'il puisse se camoufler. Bah non. Non. Excuse-moi, là je vais chez mon boulanger, là, juste en bas de chez moi, je lui dis, ouais, est-ce que tu serais capable effectivement de te camoufler dans la forêt? La seule chose qui va se passer, c'est qu'il va juste me mettre une claque. Il va juste me cracher dessus, c'est tout ce qui va se passer. Parce que les mecs, bon, en réalité, moi ce qui me fait chier, encore une fois, je le répète, c'est pas le fait que Pita soit capable effectivement de se camoufler, c'est le fait que les gens fassent le lien en mode, ah, tiens, c'est bizarre, il arrive à se camoufler, Pita, oui, mais tu sais, je suis pâtissier. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si, je sais pas moi, demain je construis un avion, et on me dit, ouais, Taji, comment ça, tu construis un avion? Je dis, mais bien sûr, je construis un avion, mais je suis youtubeur. Ah, d'accord. Ah ouais, y a pas de problème. Les deux n'ont aucun lien. Ça n'a aucun sens. Bref. Bon, on va revenir rapidement à Star Wars, effectivement. Bon, on va bien entendu parler du High Ground. Alors, bon, ça c'est peut-être le plus connu de l'univers Star Wars, et pourtant c'est une franchise qui est remplie de mèmes. Donc là, bien évidemment, on parle de la fin du combat entre Obi-Wan Kenobi et notre ami Anakin, où effectivement Obi-Wan dit, oui, j'ai un terrain super-héros, tiens, je suis au-dessus de toi, tu ne peux pas, voilà quoi, si tu viens vers moi, c'est mort quoi, c'est mort pour toi. It's over Anakin, I have the high ground. Bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, déjà parce que rien n'empêche Anakin de juste sauter à côté, de la rive peut-être à quelques mètres après, et ensuite de courir pour revenir voir Obi-Wan, ça n'a aucun sens. Le problème c'est que Obi-Wan versus Darth Maul, mais c'est exactement ce qui se passe, même pire. Obi-Wan est vraiment dans une position ultra inférieure vis-à-vis de Darth Maul, pourtant il saute au-dessus de Darth Maul exactement comme Anakin l'a fait. Donc le délire de oui, I have the high ground, j'ai gagné, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, aucun sens. C'est pour ça que tout le monde en parle. Voilà. Évidemment, ça n'a aucun sens, surtout parce que Obi-Wan a gagné contre Darth Maul, alors que c'était encore pire que lui, quoi. Bref. Alors, on va un peu parler de dessins animés. Bah écoutez, je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale incohérence dans les Disney. Je pourrais. Bon écoutez, je vais en parler, je vais en parler un peu, voilà. Je vais peut-être parler d'un ou deux dessins animés dans ma liste.
Si je vois que les gens sont intéressés dans les commentaires, je ferai une spéciale peut-être incohérence Disney, mais en tout cas je vais commencer avec Mulan. Alors Mulan qui est un Disney que j'apprécie vraiment beaucoup, hein. Je l'avais pas mis dans ma liste des Disney sous-côté, mais il est vraiment sympa, j'aime bien. Bon, quel est le problème avec Mulan? Bah, en fait le problème c'est que le délire avec le père de Mulan n'est pas très cohérent, n'est pas très logique. Parce que le père de Mulan aurait été de toutes les manières renvoyé de l'entraînement militaire, parce que déjà lors de la chanson hein, Comme un homme, on voit Mulan se faire limoger, hein, se faire dégager par Li Shang, il me semble, et ce n'est que parce que Mulan décide de pas lâcher l'affaire et de grimper sur le poteau, que finalement il la garde. Mais techniquement parlant, il lui dit, vas-y, vous ne serez jamais vaillant et fort comme des hommes, rentrez chez vous. Voilà. Donc c'est ce qui se serait passé vis-à-vis du père de Mulan, vu que le mec il était même pas capable de faire 2 pas sans avoir des crises cardiaques. Voilà. Donc déjà il y a un problème, et en plus de toutes les manières, il me semble que l'espèce de petite fouine là, avec les moustaches ultra fines là, effectivement, il y a un moment où je crois il était en train de signer quelque chose pour faire en sorte que tout le monde puisse rentrer chez soi, parce que les squads de Li Shang étaient complètement explosés au sol. Donc voilà, tout simplement. Je crois qu'il devait écrire à l'empereur pour lui dire que leur armée n'était pas prête, ou je sais pas quoi, bref. Donc si Mushu s'était pas immiscé là avec son espèce de costume bizarre quand il chevauche un panda, eh bien tout le monde serait rentré chez lui. Donc voilà, encore une fois, si Mulan n'avait pas fait la conne, je pense qu'en réalité, le père de Mulan, qui s'appelle, je crois, Fazou, je sais pas quoi, bref, voilà, le phaseur, il rentre chez lui. Tout simplement. Bon, on va parler d'Avatar 2. Alors, Avatar 2, effectivement, film que j'ai vu, putain, en plus, ça m'a coûté cher, hein. Je crois que c'était 30 balles la place de ciné. Hein. Putain d'enculé, quoi. Franchement, quoi. Non, mais... Putain, James, j'espère que tu t'es pris quelques kebabs, hein. Putain, enculé de James. Enculé de James Cameron, 30 balles la place de ciné, putain. Oh, et encore, je dis 30 balles sans les sneakers et sans le soda, hein. Putain d'enculé, quoi. Bref. Bon, Avatar 2, évidemment, j'ai pas aimé. C'est normal. Et une des raisons pour laquelle j'ai pas aimé, c'est parce que ce film n'a aucun sens. Je veux dire, la victoire des Na'vi sur la force militaire humaine là que l'on voit effectivement dans le film n'a aucun sens dans Avatar. Parce que les mecs, ils ont pas d'armes, ils ont rien du tout, ils ont zéro. Je veux dire, ça remet clairement en question la logique de la supériorité technologique et tactique dans la guerre en termes général. Les mecs, ils ont rien du tout, ils se battent avec des arcs ou je sais pas quoi. Alors que les autres, ils ont des hovercraft, des fusils, des nananis, des canons. Les mecs, ils ont quoi? Ils ont 3 baleines et 2 arcs, et ils arrivent à les repousser. Ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'à la limite, bon, vous savez quoi? Dans Avatar 1, je veux bien éventuellement le comprendre. Parce que dans Avatar 1, effectivement, les Na'vi avaient l'avantage de la surprise. Les humains ne s'attendaient pas à se prendre une attaque éclair comme ça. En plus, il y avait à côté de ça la trahison de Jake Sully. Donc à la limite, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Je peux comprendre ça peut éventuellement s'entendre. Mais là, c'est du Disney, là. Dans le 2, c'est du Disney absolu, hein. C'est du Disney absolu. Voilà. Ça n'a aucun sens. De toutes les manières, en plus, dans ce film, il se passe rien, quoi. Il se passe rien dans ce film. Putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. C'est un film qui est très très beau, hein. Sur ça, y a pas de souci. Mais il se passe rien du tout. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un épisode de Thalassa très bien fait, quoi. Bref. D'ailleurs, on va continuer. On va effectivement parler d'un film dont j'ai déjà parlé il y a quelques minutes, donc L'Effet Papillon. Alors, L'Effet Papillon, donc, qui est un film pas très respecté parce qu'effectivement, il est incohérent. Donc c'est un film qui se base sur le fait de remonter dans le temps, donc un personnage qui s'appelle, il me semble, Evan Treborn, qui donc a la capacité de remonter dans le temps. Bon alors, le problème effectivement de l'effet papillon, c'est que c'est du retour dans le temps itératif, ce qui veut dire que c'est très difficile à faire en sorte que ce soit logique, et évidemment ça l'est pas. Il me semble qu'il y a un moment dans ce film, et ça c'est un moment effectivement qui m'a fait m'arracher les cheveux, où Evan veut prouver à, je crois, un de ses camarades de prison qu'il est capable de remonter dans le temps. Et lui, vas-y, fais ce que t'as à faire pour remonter dans le temps. Evan donc remonte dans le temps, je crois se plante des trucs dans les mains pour faire en sorte qu'il ait des espèces de stigmates, hein, comme les stigmates du Christ sur les mains. Et donc il revient dans le présent, et donc le prisonnier, donc son camarade, se dit « Oh mon Dieu, ces trucs se sont apparus dans tes mains, c'est incroyable, effectivement tu remontes dans le temps, t'es extraordinaire. » Bon évidemment ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que comment l'effet papillon est censé fonctionner? C'est-à-dire qu'il remonte dans le passé de manière itérative, mais ça veut dire que à partir du moment où il s'est planté les trucs dans les mains, il a ses marques à partir de là jusqu'à ce moment-là. Ce qui fait que le prisonnier ne devrait pas avoir la mémoire, il ne devrait pas se rappeler du moment où Evan Treborn n'avait pas ses marques. Normalement, Evan Treborn devait avoir ses marques dès le début, dès qu'il rentre dans la prison, il les avait, ses marques, normalement.
C'est parce que c'est ça en fait, c'est pas juste il va dans le passé, il se fait ses marques, et ensuite il revient dans le présent et les marques viennent d'apparaître. Non, mais ils sont apparus il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Parce que je crois, il me semble qu'il fait ça quand il est petit. Donc, encore une fois, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais ça n'a aucun sens. Normalement, le prisonnier, l'espèce de latino, ne devrait même pas se rappeler qu'à un moment donné, il y a même pas quelques secondes, Evan Trebor n'avait pas ses stigmates sur les mains. Il pourrait même pas s'en rappeler parce que ce n'est plus la même réalité. Bref, il y a plein de trucs comme ça dans le film qui ne font aucun sens. D'ailleurs, on parlait de prison, on va parler certainement du film dans une prison qui est le plus connu, qui est le plus apprécié. On va parler bien évidemment des évadés, donc Shawshank Redemption. Donc l'histoire d'un homme qui a été faussement accusé d'avoir tué sa femme et qui, pendant 19 ans, décide effectivement de creuser un trou dans sa cellule. Bon alors, quel est le problème ? C'est que le protagoniste principal, il me semble joué par Tim Robbins, bref, Andy Dufresne, donc arrive à creuser son trou, il se barre, et le souci c'est qu'il y a effectivement un poster. Et tu te dis, mais en fait, comment ça se fait que Andy Dufresne ait pu reposer le poster juste après s'être barré ? En fait, il ne peut pas rattacher le poster depuis l'extérieur. Et ce n'est pas comme si le poster, effectivement, avait été accroché du haut et n'avait pas été accroché vers le bas, en fait. C'est pas possible. Parce que lorsque le directeur jette un caillou sur le poster reste tout plat. Ça veut dire qu'il était accroché en haut et il était accroché en bas. Il n'est pas juste accroché en bas. C'est pas comme si Andy Dufresne a pris le poster, l'a soulevé et passé en dessous et l'a rebaissé. Non. Il l'a aussi fixé du bas. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Bon allez, maintenant on va parler de l'incohérence des films, peut-être la plus connue de toutes les incohérences du cinéma. D'ailleurs, c'est une incohérence tellement connue qu'elle a engendré une série, carrément. Bien évidemment, là je parle de Cobra Kai, et donc je vais parler du film qui a donc engendré cette série excellente qu'est Cobra Kai, évidemment, Karate Kid. Alors, quel est le problème de Karate Kid ? Bien entendu, on sait tous que c'est vers la fin, quand notre ami Daniel, donc le protagoniste, est blessé et décide effectivement d'utiliser le coup de la grue. Voilà, le coup du héron, il me semble, du héron, de la cigogne, je sais plus. Donc voilà, un coup de pied dans la tête du mec, quoi. Voilà. Le problème, bien évidemment, c'est que ça n'a aucun sens parce que, techniquement parlant, c'est illégal, selon les règles du tournoi présentées dans le film. Tu n'as pas le droit de toucher le visage de ton adversaire, en tout cas pas avec les pieds. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Notre ami Daniel parvient à gagner dans ce tournoi grâce à un coup illégal. Et à la fin, tu vois le mec en train de parader avec son trophée, ça n'a aucun putain de sens. Voilà. Bon, ça remet clairement en question la légitimité de la victoire de Daniel, et bon j'ai envie de dire à la limite, c'est tant mieux parce que ça a engendré, ça a donné naissance à la très bonne série de Cobra Kai. Bon là maintenant on va parler d'un film qui est bien plus récent, d'ailleurs un film qui continue effectivement de se voir étoffer de nouvelles séries, et il me semble d'ailleurs qu'il y a un film qui va sortir encore une fois de cette franchise dans pas longtemps. Là on va parler de A Quiet Place. Alors A Quiet Place, donc effectivement c'est un film post-apocalyptique où des aliens ultra vénères ont envahi la Terre, et effectivement ce sont des aliens qui ont la particularité de tout entendre en fait, d'avoir une ouïe très très développée, ce qui fait que les survivants sont obligés de ne plus parler, de ne plus faire de bruit s'ils veulent pas se faire déboîter. Alors quel est le problème de ce film ? Le problème de ce film c'est que donc dans le premier A Quiet Place, dans le premier film, dans le premier opus, dans le premier volet, on voit effectivement une espèce de petite famille qui essaie de survivre bon an, mal an, bon gré, mal gré, mais on se rend compte à un moment du film qu'il y a une espèce de cascade dans la région qui est extrêmement bruyante, afin que la famille puisse parler librement à proximité, parce que ce film, effectivement, ça fait connaître, justement parce qu'il y a très très peu de dialogue. Donc les membres de la famille ne communiquent pas entre eux, et il ne faut que communiquer via des langages des signes. Voilà, parce qu'effectivement, ils étaient déjà entraînés avant ça, avant même l'arrivée des aliens, puisque l'une des filles de la famille est donc sourde, ce qui fait que derrière ils étaient parés. Bon, alors la question c'est quoi ? La question c'est pourquoi ne pas avoir déménagé à côté de la cascade ? Bah oui, construire une maison en plein silence de la forêt plutôt que de vivre à côté de la seule chose qui les masque semble totalement illogique. Si effectivement la cascade fait beaucoup de bruit et donc les aliens ne s'approchent pas de la cascade et à la limite il y a tellement de bruit que ça couvre leur voix, alors pourquoi ne pas habiter à côté de la cascade ? On se pose la question. On va passer maintenant à la deuxième entrée sur un dessin animé, voilà. Donc j'ai parlé de Disney, maintenant je vais parler de Pixar. Alors, ça c'est effectivement quelque chose dont on parle assez souvent, Buzz l'éclair. Donc Buzz l'éclair dans le premier Toy Story, qui est bien sûr excellent, mais à la limite vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Le souci c'est que Buzz l'éclair se prend pour un véritable ranger de l'espace. C'est le problème. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que Andy débarque, il se fige, en mode jouet, dès qu'Andy arrive. Mais alors, pourquoi Buzz ferait ça ? Pourquoi il se figerait en mode jouet s'il estime qu'il est un vrai ranger de l'espace ? Ça n'a aucun sens.
Ça n'a strictement aucun sens. Et au-delà de ça, on pourrait me dire oui, mais c'est un réflexe, il peut pas s'en empêcher. Bah, tu prends par exemple Woody, bah, il se met en mode jouet, enfin il se met à parler et à s'activer devant Sid. Donc il peut le faire, ils peuvent le faire alors. Donc c'est ça en fait le truc. C'est que c'est pas jouet de manière automatique, les jouets, même s'ils le veulent pas, ils se figent. Bah, on voit à la fin du film, à la fin du premier opus, que Woody est tout à fait capable de bouger en présence d'un humain. Donc c'est bizarre. Bon, allez, on va finir avec les 2 dernières entrées, donc avec un film que j'ai revu il y a pas longtemps, il me semble un film de John Woo, un volte-face, hein, avec John Travolta et Nicolas Cage, bon, un film qui est un véritable nanar. Donc c'est un film effectivement où un criminel et un policier changent de visage. C'est-à-dire que le criminel prend le visage du policier, et le policier prend le visage du criminel. Ça veut dire que le policier il va se retrouver en prison, pendant que le criminel va se retrouver dans la famille du policier. Bref, vous voyez plus ou moins le délire. Et le truc, c'est que la femme du policier se rend compte que son mari n'est pas son mari, parce que effectivement son groupe sanguin est différent. Le groupe sanguin du criminel est différent de celui de son mari. Donc elle comprend que, ok, c'est le même visage, mais le corps et le sang n'est pas le même. Parce qu'ils n'ont pas le même groupe sanguin. Mais alors, dans ce cas-là, si effectivement Sean et Castor Troy, donc les 2 personnages, donc il me semble que Sean c'est le mari et donc le policier, et Castor Troy c'est le grand méchant, bon, alors dans ce cas-là, comment se fait ce qu'il y a eu greffe de visage? Parce que normalement, s'ils ne sont pas de groupes sanguins similaires, il n'y a pas possibilité de faire des greffes de quoi que ce soit. Donc ça met clairement en lumière un problème médical majeur qui n'est pas adressé dans le film. Après tu me diras, c'est un film de John Woo, faut pas trop en demander non plus, mais bref. Et on va terminer cette liste avec, bah écoutez, un film que j'ai vu il y a vraiment assez peu de temps. Normalement d'ailleurs, j'ai dû sortir une vidéo où je parle un peu de ce film-là, donc évidemment, The Snowpiercer, donc le transpersonnage. Alors, l'incohérence est assez simple. En fait, l'idée que la voie ferrée puisse rester fonctionnelle sans maintenance dans un climat extrêmement froid est difficile à croire. En réalité, c'est impossible. Les compagnies ferroviaires, même en Angleterre, hein, voilà, on parle d'Angleterre, hein, et je parle même pas du RERC. RERC, juste qu'il y a un mouton, c'est bon, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. Toute la ligne est totalement handicapée pendant au moins 5 jours, donc voilà, laisse tomber. On parle en Angleterre. Déjà, ils ont du mal à maintenir un service complet lorsqu'il y a une feuille mouillée sur la voie, quoi. Laisse tomber. Alors, ça souligne clairement l'irréalisme de la situation dans Snowpiercer, mais à la limite, on s'en fout. Voilà, c'est une petite incohérence qui n'a pas... Voilà, qui n'est pas gênante, mais je voulais quand même en parler. Voilà. Parce que j'ai vu effectivement le transpersonnage il y a pas longtemps, et j'ai été un peu marqué par ce film, excellent film d'ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, il me semble que j'ai fait plus ou moins de tour, mais bon, bien évidemment, il y a plein d'autres incohérences que je n'ai pas soulevées, j'ai pas trop envie que cette vidéo soit trop longue. On va parler de quelque chose qui fait vibrer nos émotions lorsque l'on regarde une série ou un film, évidemment les plot twists, ou retournements de situation, hein, pour les plus allergiques aux anglicismes. Alors donc, on connaît tous ces moments où tout bascule, hein, dans les fictions, où l'inattendu nous surprend et nous captive. Dans cette vidéo donc, nous allons explorer le monde des plot twists, en passant en revue les meilleurs, les plus mémorables, mais surtout et aussi les pires, ceux qui nous ont laissés perplexes ou déçus. Et j'aimerais donc ainsi vous présenter 3 types de plot twists en particulier qui sont à mon sens largement surutilisés dans le cinéma, parfois en bien, mais surtout en très mal. Et pour cela, je vais utiliser de nombreux exemples provenant de films divers et variés, et même quelques animés, mangas et autres jeux vidéo. Alors attention, on spoil. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour explorer les meilleurs et surtout les pires plot twists du cinéma. Selon moi, et pas que du cinéma, comme je viens de le dire. Bon, bon déjà... Avant de commencer, il faudrait quand même répondre à cette question simple. C'est quoi un plot twist en fait? Tout simplement, c'est quoi un retournement de situation dans un film? En quelques mots, c'est lorsque l'intrigue est totalement remise en question, par une révélation ou un événement choquant qui va faire changer l'histoire de direction, ou encore qui va faire changer la perception qu'on a d'un personnage ou d'un autre. Par exemple, on va nous apprendre qu'un perso gentil est en fait un gros méchant pas beau. Une grande spécialité des films Disney modernes, hélas. On peut citer Zootopia ou La Reine des Neiges, entre autres. Cela peut également concerner des révélations choquantes et inattendues sur l'identité d'un personnage. Évidemment, là je fais référence à Dark Vador de Star Wars, qui est donc un exemple extrêmement parlant. Ça peut aussi être la mort surprise de quelqu'un qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il meure, tel que Ned Stark, évidemment, dans Game of Thrones. Bref, vous l'avez compris, un événement inattendu qui va surprendre le spectateur. Alors, maintenant qu'on a expliqué la définition, comment fait-on un bon plot twist, en fait? Parce que c'est sympa de surprendre les spectateurs que nous sommes, mais il peut y avoir de bonnes surprises comme des mauvaises surprises, hélas. Et oui, les twists peuvent parfois tomber à plat, notamment lorsque le twist est prévisible ou au contraire totalement illogique et sortant de nulle part. Donc,
quels sont les ingrédients d'un bon plot twist, d'un bon retournement de situation? Bien, pour commencer, voilà, il faut le dire, il faut qu'il surprenne ou choque le spectateur. Déjà, bon. Et pour ça, faut que le scénariste arrive à mener ce spectateur, c'est-à-dire nous, sur une fausse piste. Avant le dit plot twist. Bien évidemment, cela veut dire que le retournement de situation doit être crédible. Faut pas non plus que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. En général, la marque d'un bon plot twist est qu'il est possible de repérer des éléments qui le suggèrent, qui le foreshadow, lorsque l'on revisionne l'œuvre en question. Fight Club est certainement le meilleur exemple de ce dont je viens de vous parler, bien que je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce qu'on va en reparler au cours de la vidéo. Il y a également l'attaque des titans, qui est remarquable à ce niveau-là, je veux dire, bon, vous pouvez relire le manga après chaque grosse révélation, et une multitude de détails qui vous étaient complètement passés au-dessus de la tête vous sauteront alors aux yeux, à tel point qu'on se dit, mais en fait, comment j'ai pas pu voir ce plot twist arriver, en fait. Pour finir, un bon plot twist doit avoir un impact sur les personnages et l'intrigue, sinon ça sert pas à grand-chose, à part choquer l'audience gratuitement. Bon, maintenant que tout est clair, passons donc aux 3 types de plot twists qui sont, à mes yeux, les plus importants. Alors, le premier de ces 3 types n'est autre que ce qu'on va appeler très simplement le retournement de situation forcé. Donc le plot twist qui sort de nulle part et sans aucun indice avant-coureur. En gros, le twist qui sort du cul du scénariste, hein, voilà, on va pas commencer à parler chinois. Donc le twist qui n'est clairement pas super crédible et qui existe juste pour choquer l'audience gratuitement. Un exemple évident de cela serait donc dans l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, ou Rise of the Skywalker, comme vous voulez. Bref, le dernier opus de la catastrophique postlogie Star Wars de Disney. Le truc avec cette trilogie, c'est qu'elle n'a pas du tout été programmée, ni même ébauchée. Les films ont été écrits au coup par coup, sans aucune vision globale, et bah bon, voilà. Ça donne une espèce d'ignoble truc informe qui raconte l'histoire de la résistance qui combat contre le Premier Ordre, pour sauver la galaxie. Dans le premier film, donc le réveil de la Force, on nous introduit des nouveaux méchants, notamment Kylo Ren, accompagné du suprême leader Snoke. Puis, dans le second volet, l'infameux Last Jedi, l'inénarrable Last Jedi même si je puis me permettre, Snoke est tué de nulle part par Kylo Ren, son apprenti, qui devient à son tour suprême leader. Voilà, bon. Et c'est clairement un problème, car on n'a plus de grands méchants disponibles pour le dernier film, Snoke s'étant fait, bon, ouvrir comme je viens de le dire, et Kylo Ren n'ayant clairement pas la carrure pour endosser le rôle de grand méchant, surtout qu'il s'est fait essorer par Rey à la fin du premier film alors qu'elle n'avait jamais encore tenu un sabre laser de sa vie. Et c'est là qu'intervient le plot twist dont je veux vous parler, c'est-à-dire le fait que l'empereur Palpatine, censé être mort à l'issue de l'épisode 6, est en fait non seulement en vie, mais il est surtout le mastermind de tout depuis le début. Ok, alors bon, pourquoi ce retournement de situation est l'un des plus mauvais de l'histoire du cinéma? Bon, laissez-moi vous expliquer. Déjà, bon, vous le voyez arriver, il y a quand même un gros manque de préparation dans cette révélation. Le retour soudain de Palpatine n'est pas du tout introduit ni foreshadowé dans les 2 films précédents de la postlogie. C'est juste une décision scénaristique désespérée de dernière minute, plutôt qu'un élément de l'intrigue planifié depuis le début, ce qui donne l'impression que les scénaristes ont été pris au dépourvu, voilà, une impression qui en réalité est... tout à fait véridique. De plus, la révélation de Palpatine comme antagoniste principal dévalorise la menace que représentaient Kylo Ren et les Chevaliers de Ren dans les volets précédents, dont l'importance diminue brusquement après cette révélation, puisque le bon vieux Palpa leur vole la vedette. Par ailleurs, le film ne fournit pas d'explication convaincante quant à la manière dont Palpatine a survécu après sa chute mortelle dans le retour du Jedi, sans parler du fait que la planète explose, bref, n'importe. L'absence d'une explication solide laisse de nombreuses questions sans réponse et crée une certaine incohérence, pour ne pas dire une incohérence certaine, d'autant que ce fameux retour de l'empereur Palpatine nous est révélé au détour d'une conversation. Il y a juste Poe qui débarque et qui dit « On ne sait pas comment, mais Palpatine est de retour ». Ouais, super. Merci beaucoup. Au revoir, merci, quoi. Mais il y a pire, car oui, à la base des bases, la trilogie originale de Star Wars, et même la prélogie en fait, était centrée sur l'arc narratif d'Anakin Skywalker, a.k.a. Dark Vador, qui, après avoir plongé dans les ténèbres, est finalement revenu du côté lumineux de la Force, afin de détruire Palpatine et ainsi rétablir l'équilibre dans la Force. Sauf que le retour de Palpatine annule cette conclusion satisfaisante et rend le sacrifice de Vador totalement inutile et caduque. Bref, on va s'arrêter là avec le cas Star Wars, vous avez compris qu'on était sur du au secours sur 20, hein, pour le coup. Alors, un autre exemple de plot twist sorti du néant serait le film Le Nombre 23, avec ce brave Jim Carrey. Bon, alors, rapidement, l'intrigue de ce film tourne autour de Walter, un mec qui lit un livre, tout simplement, et qui se rend compte que le protagoniste de ce même livre a exactement la même vie que lui, dont la vie tourne étrangement, justement, autour d'un nombre bien précis, vous l'aurez compris, le nombre 23. Et voilà, la lecture de ce livre fait littéralement perdre la boule à ce cher Walter, qui devient rapidement lui aussi obsédé par le nombre 23, au
point de le voir partout en mode ultra paranoïaque. Il finit par voir entre guillemets le nombre 23 partout autour de lui, dans son passé, dans son quotidien, à plus large échelle même, hein, comme le fait que l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est de 23,5, bref. Cette identification tourne ainsi à l'obsession maniaque chez Walter, qui se lance alors dans une quête, donc pour savoir qui est cet auteur, qui le fascine, et avec qui il semble avoir tant de points communs, notamment l'influence du nombre 23 sur leur vie respective, ça vous l'avez compris. Bon, dit comme ça, le scénario apparaît comme assez palpitant, et on se demande vraiment quel est le fin mot de l'histoire. Et justement, le plot twist est qu'en fait, c'est Walter lui-même qui a écrit ce livre, et qu'il a tout simplement oublié qu'il l'a écrit. Voilà pourquoi la vie du protagoniste du livre est si similaire à la vie de Walter, puisqu'il en est lui-même l'auteur. Alors bon, ok, là c'est du foutage de gueule en bande organisée. Je sais pas comment le dire autrement. Je veux dire, attends quoi, on se tape 2 heures de film pleine de tension, tout ça pour qu'en fait ce soit lui qui ait écrit le livre. Je veux dire, à un moment faut arrêter les conneries, c'est d'une faiblesse scénaristique absolument affligeante. Mais après bon, fallait pas trop en demander du réalisateur de Batman et Robin, hein. J'ai nommé Joel Schumacher. Allez, un dernier petit exemple de retournement forcé avec Sweet Girl, le récent thriller de Netflix. Alors, le plot twist de ce film est tellement ridicule que le film en est devenu viral, hein, c'est devenu un mème. Hein. On est vraiment au ras du sol de l'écriture de scénario, là. Faut pas trop demander. Là, on est vraiment au ras des pâquerettes, là. En surface, donc, c'est un simple thriller basique qui se concentre sur la vengeance d'un mec, Ray, joué par Jason Momoa, donc El Famoso Aquaman, El Famoso Khal Drogo, et de sa fille Rachel. Donc, il traque les responsables de la mort de leur femme et mère, qui est morte d'un cancer après que les médicaments qui auraient pu la sauver ont été retirés du marché. Bon, il leur arrive plein de trucs, et Ray se fait même poignarder à la fin de la première partie, mais il survit. Bon. Puis l'intrigue fait un bond de 2 ans, et les deux sont toujours en train de comploter contre Big Pharma et le mec responsable de la mort de madame. Rien d'anormal à l'horizon, hein, me direz-vous. Du moins, jusqu'à la 3e partie du film, au cours de laquelle on apprend que Ray est en fait mort depuis au moins 1 heure de film, durant la première partie où il s'était fait suriner, et c'est en fait sa fille Rachel qui est devenue dissociative, bref, qui imagine que son père est encore là alors qu'elle est seule. Ils ont voulu nous la mettre à la Gravity, sauf que ça n'a strictement aucun sens. On voit par exemple Ray foutre une raclée de ses morts à une bande de mecs balèzes tout au long du film, mais c'est juste impossible que ce soit Rachel avec son gab de Minimoys qui ait pu faire ça. Ce plot twist, c'est vraiment le parfait exemple d'un film qui veut tellement choquer le spectateur avec un retournement inattendu qu'il chie complètement sur toute logique et même sur sa propre intrigue. Ce film ne vaut pas un Dothraki, désolé pour Khal Drogo. Bon, quittons un peu les bas-fonds du cinéma pour revenir sur un film dont j'avais déjà brièvement parlé, et bien, évidemment, Fight Club. Et de son plot twist qui, lui, est parfaitement amené, et est, en ce qui me concerne, l'étalon absolu en termes de retournement de situation bien écrit, notamment en raison de la manière dont il est foreshadowé depuis le début. Pour rappel, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le foreshadowing, c'est le fait de lâcher des petits indices discrets avant le plot twist. Ces indices sont dissimulés dans les dialogues, la narration et même la mise en scène. Tout au long, faut le dire, c'est un des films les plus visionnaires qui soit, mais bon, hein, est-ce qu'il fallait en attendre moins de David Fincher ? Excellent réalisateur s'il en est. Bref, ce club de combat clandestin évolue rapidement en un mouvement anarchiste plus large, donc dirigé par Tyler, remettant en question la société de consommation et la mentalité conformiste qui en découle, tandis que la relation entre Jack et Tyler devient de plus en plus complexe et confuse. Et on en arrive finalement au plot twist majeur de l'intrigue, qui révèle que Jack et Tyler sont en fait, et en réalité, la même personne. 2 facettes de la même personnalité, Jack souffrant de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui entraîne une série d'événements chaotiques, et la réévaluation de la réalité par le personnage principal. Bon, pourquoi ce twist qui semble sortir de nulle part est excellent ? Alors que ceux que j'ai précédemment cités sont éclatés au sol. Premièrement, il est clair dès le départ que le protagoniste souffre de troubles mentaux, et qu'il a une perception altérée de ce qui l'entoure. Cette instabilité narrative prépare le terrain pour des révélations inattendues. En plus de cela, le réalisateur David Fincher a incorporé de nombreux indices subtils tout au long du film, afin de préparer les spectateurs à la révélation finale. Ces indices incluent des dialogues, des images furtives, et des détails visuels, qui suggèrent la dualité de Jack et de Tyler. Le film explore également et de manière convaincante les thèmes de la schizophrénie et de la dissociation de la personnalité. Les indices visuels et narratifs sont cohérents avec ces thèmes, ce qui rend la révélation crédible sur le plan psychologique, d'autant que, une fois que le twist est révélé, les spectateurs peuvent réfléchir à l'ensemble du film et revoir certaines scènes sous un nouvel éclairage, notamment certaines interactions entre le protagoniste et Marla, qui prennent alors tout leur sens. Cela incite donc à une relecture, à une revision et à une réinterprétation fascinante de l'histoire. Mais le twist de Fight Club ne se borne pas à n'être juste
qu'une simple astuce narrative, et c'est ça qui fait sa force. Ce retournement explore des thèmes profonds tels que l'aliénation, les dégâts de la société de consommation sur les hommes, sur les hommes lambda, la lutte contre l'identité personnelle de la société moderne et la folie qui en découle. La révélation de la dualité du personnage principal sert à renforcer ces thèmes et à donner un sens plus profond à l'histoire. Il permet donc une réflexion sur la société moderne, puisque le film met en lumière les frustrations et les mécontentements d'une génération d'hommes confrontés à un monde impersonnel et matérialiste. Le twist de l'identité du narrateur rappelle au spectateur que la lutte contre la conformité et la quête de sens peuvent prendre des formes extrêmes. Bref, vous l'aurez compris, c'est un twist extrêmement crédible, cohérent et surtout sensé. Voilà, merci David Fincher. Et mon amour pour Fincher n'a d'égal que ma haine pour Christopher Nolan, dont je conchis généralement la filmographie, mais si je devais vous donner un autre exemple de plot twist de qualité, eh bien je pense que le premier film de Nolan, justement Memento, serait un excellent candidat. Le film donc suit Léonard, un mec qui souffre d'amnésie antérograde, donc en gros depuis la mort de sa femme, le pauvre bougre perd ses souvenirs toutes les 15 minutes, et il est ainsi incapable de fixer de nouveaux souvenirs, ce qui est bon, un peu embêtant, d'autant que Léonard a pour but de retrouver le meurtrier de sa femme, ce qui est un peu chiant lorsque ton cerveau fait un reset toutes les 15 minutes, ce qui a donc forcé notre ami à se tatouer les infos les plus importantes pour mener à bien sa quête de vengeance sur son corps, afin qu'il puisse rapidement se situer après chacune de ses pertes de mémoire. L'intrigue du film est non linéaire, et on suit le bon Léonard lancé à la poursuite du fameux meurtrier. Sauf que, et c'est le plot twist, en fait, Léonard a déjà tué l'assassin de sa femme depuis belle lurette bien avant le début du film, sauf que, à cause de son amnésie, il n'arrive tout simplement pas à s'en souvenir, et ça fait maintenant des années que Léonard est devenu un serial killer qui tue aléatoirement d'autres criminels en se persuadant toujours que c'est le meurtrier de sa femme qu'il traque. En fait, cette vengeance est tellement devenue sa raison de vivre que, comme il oublie le fait qu'il l'ait fait, il est bloqué dans un cycle de violence et de vengeance infini, et recommence à chaque fois en butant un autre mec. Et même lorsqu'il apprend tout ça à la fin du film, eh bien, Léonard décide de falsifier lui-même les preuves afin de pousser le Léonard amnésique de dans 15 minutes à continuer à croire que le meurtrier est toujours dans les parages, car sinon sa vie n'aurait plus aucun sens. Je veux dire, voilà, si ça c'est pas un plot twist brillant, je sais pas ce que c'est, hein. Et pour me pousser à dire du bien d'un film de Nolan, faut y aller, hein. Faut y aller. Allez, finissons ce chapitre avec un dernier exemple de plot twist qui sort de nulle part, mais qui marche quand même, et il s'agira donc d'Avengers Endgame. Je suis loin d'être un fan du MCU, hein. Bon, ça c'est une évidence, mais bon, faut parfois rendre à César, hein. Alors, dans Infinity War, on a donc ce brave Thanos qui assemble le gant de l'infini et claque des doigts pour faire disparaître la moitié de la population au calme. Bon, on s'attend ainsi naturellement à ce que le reste des Avengers traque Thanos durant le film et que ce soit l'intrigue d'Endgame, sauf que non, pas du tout. Voilà, Thanos se fait soulever direct dès les 20 premières minutes du film. Mais voilà, ça ne résout pas du tout leurs problèmes, et les survivants se retrouvent à devoir accepter d'avoir échoué, avant d'enfin trouver une autre solution. Alors, pourquoi ce plot twist marche en dépit du fait qu'il sort de nulle part ? Tout simplement, parce qu'il donne quand même aux spectateurs que nous sommes ce que nous attendions, mais de façon totalement inattendue. Parce qu'on s'attendait tous, il faut le dire, à ce qu'ils aillent traquer Thanos pendant 2 heures, mais on s'attend pas du tout à que ce soit torché en 20 minutes, ce qui rend la perte subie encore plus douloureuse, car le bad guy a été vaincu, mais finalement il a gagné. De plus, le twist a un énorme impact sur les personnages, puisqu'ils ont le méga somme d'avoir servi à rien, et cela permet à l'intrigue de prendre une nouvelle direction naturellement, avec tout le côté retour dans le passé qui est extrêmement crédible grâce au plot twist. Vous m'entendrez pas souvent dire du bien du MCU, mais bon. Mais là, clairement, c'est plutôt bien écrit. Et voilà, et si je devais donner une petite mention honorable en termes de plot twist sympatoche et bien écrit, bien amené, il y a quand même, bon, Shutter Island, qui est tout à fait correct, et même plus que ça. Bon allez, je crois qu'il est grand temps pour nous de passer au second type de plot twist, j'ai nommé le Deus Ex Machina. En gros, le Deus Ex Machina, c'est un type de plot twist qui va sauver in extremis un personnage qui est sur le point de crever, souvent de façon artificielle et par pure chance, voilà. Ce retournement a pour but principal de régler un conflit rapidement, c'est clairement un procédé dramatique un peu cheapos, hein, voilà, venant résoudre comme par magie le problème des héros. C'est souvent utilisé comme la solution à ce qu'on appelle une impasse scénaristique, où le problème est si extrême que rien dans le cadre établi ne suggère qu'il y ait un moyen logique pour les personnages de s'en sortir. Si, par exemple, voilà, je vous le donne en mille, une bombe est sur le point d'exploser, quelqu'un va trouver un abri anti-atomique à portée de main. Ou pire, un frigo, pour vous donner un exemple un peu Indiana Jonesque, si je puis me permettre. Ou encore, si un protagoniste tombe d'une falaise, voilà, on va trouver un robot volant qui va apparaître soudainement pour le rattraper, bref, voilà. L'occurrence la plus connue de ce twist se trouve sans nul doute être à la fin du 3e volet du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le retour du roi, où des aigles géants débarquent de nulle part afin de sauver les miches de Frodon, out of nowhere, hein, voilà, bon. Je ne m'étalerai pas sur le sujet puisque tout le monde en a déjà parlé, mais voilà, vous voyez de quel type de retournement il s'agit, et ce n'est pas les exemples qui manquent, croyez-moi.
Alors déjà, dans le film Superman de 78, le Deus Ex Machina survient lorsque Superman vole autour de la Terre à la vitesse de la lumière en sens inverse pour remonter le temps. Voilà, bon, cette action qui n'est pas forcément logique, hein, selon les lois de la physique, est utilisée pour inverser une catastrophe imminente et ainsi sauver Lois Lane. Voilà, c'est un peu trop simpliste et surtout très peu satisfaisant. Ensuite, dans Jurassic Park, le Deus Ex Machina survient lorsque le T-Rex apparaît soudainement pour sauver les protagonistes en attaquant les raptors. Cette apparition inattendue du T-Rex sort de nulle part, littéralement, car les personnages n'avaient aucune idée de sa présence à proximité, malgré sa taille imposante. Je veux dire, au début du film, on nous montre bien que à chaque fois qu'un T-Rex fait un pas, il y a limite toute la création qui commence à trembler, et vous êtes en train de me dire que le mec, il peut apparaître comme ça, limite dans le dos, quoi, en mode backstab, sans que personne n'ait pu le voir arriver, ou même le sentir arriver, ou l'entendre. Non, faut arrêter de nous prendre pour des coins à un moment donné. Voilà, Spielberg, il est sympathique, mais non. Non. Bon, et pour finir avec les exemples, dans l'adaptation cinématographique de La Guerre des Mondes de 2005, avec ce brave Tom Cruise, hein, les extraterrestres qui envahissent la Terre sont finalement vaincus par un Deus Ex Machina, forcément, puisque leur système immunitaire est vulnérable aux bactéries terrestres. Ça sort de nulle part, ce n'est pas foreshadowé, au revoir, merci. Bon, alors, la pire occurrence de Deus Ex Machina, cela dit, se trouve être dans le film Signe, de l'infameux M. Night Shyamalan, hein, qui est un peu le boss de fin des plot twists capillotractés, hein, voilà. Depuis le sixième sens, le mec, il en peut plus, quoi. Voilà, le sixième sens, effectivement, avait un très bon plot twist, et depuis ce jour-là, c'est bon. Là. Bah, je dis ça, mais M. Night Shyamalan, c'est pas forcément le réalisateur que je déteste le plus, hein, loin de là. J'aime beaucoup, d'ailleurs, sa trilogie Unbreakable, voilà, avec Glass et Split, voilà. Pas mal comme trilogie, mais bref, je m'éloigne. Revenons à Signe, qui lui, par contre, est un film qui est pas terrible. Donc, dans Signe, Mel Gibson et sa famille sont témoins de l'envahissement de la Terre par une race d'aliens avancés, avec des méga vaisseaux et tout le tout-team. Et, manque de peau, leur maison se fait rapidement cibler par ces extraterrestres. Le film monte petit à petit en tension, alors que la famille essaie désespérément de repousser leurs assaillants. Le spectateur, donc, tenu en haleine pendant quasiment 2 heures, voilà quoi. Du moins jusqu'à ce que les aliens, qui sont censés être des êtres supra-intelligents et bien plus en avance technologiquement que les humains, se fassent stopper par une porte en bois et de l'eau du robinet. Alors ok, les extraterrestres sont vulnérables à l'eau. Voilà, bon, c'est un peu comme de l'acide pour eux, une seule goutte suffit à les faire fondre. Et c'est là où on se dit, ok d'accord, ça aurait été peut-être pas mal qu'ils réfléchissent à ça avant d'attaquer une planète en majorité couverte d'eau. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on devrait craindre ces bolosses de l'espace, en fait? Je veux dire, ils ont 3 faiblesses majeures et facilement accessibles. L'eau, le bois et les objets contendants. Parce que oui, objets contendants, parce qu'on voit Joaquin Phoenix partir en mode full Joker sur un pauvre petit alien, un pauvre petit homme vert, à coups de batte. Je veux dire, vous êtes sûr qu'ils sont en avance technologiquement par rapport à nous? Je veux dire, qu'ils se fassent battre par de l'artillerie lourde ou des bombes nucléaires. Ok, vas-y, si tu veux, voilà. On demandera à Oppenheimer. Mais je veux dire, par un simple bâton... C'est un peu complexe. C'est une civilisation avancée. Comment peuvent-ils se faire game over par de l'eau et un bâton? Je veux dire, non. Négatif. C'est trop, là. Excuse-moi, M. Night Shyamalan, mais c'est ridicule. Cela dit, le Deus Ex Machina n'est pas forcément obligé d'être quelque chose de mauvais. Hein. Il y a des instances où, lorsque cela fait sens thématiquement, bah ça fait mouche. Le meilleur exemple de cela est pour moi, Training Day, d'Antoine Fuqua. Alors, j'ai beau détester les films de Fuqua en général, Training Day fait quand même partie de mes films préférés, voilà. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo sur Training Day, si jamais ça vous intéresse, allez la visionner. Bon bref. Et son principal plot twist y est pour beaucoup. Le truc intéressant avec ce retournement, donc dans Training Day, c'est qu'à première vue, il a l'air un peu merdique. En gros, le protagoniste joué donc par Ethan Hawke, un jeune flic qui débute sa carrière nommé Jake Hoyt, hein, donc, se retrouve la tête dans la baignoire d'un gang mexicain Oméga Déter qui veulent lui faire sauter la pastèque à coups de fusil. Enfin, bon bah ça arrive, écoutez, ça peut arriver. Mais miraculeusement, le chef de gang, donc Smiley, découvre que Jake a dans sa poche un petit portefeuille tout rose et tout mignon qu'il reconnaît car il appartient à sa petite cousine. Ouais, c'est trop choupi. Ne comprenant pas exactement ce que le portefeuille de la petite fout dans la poche d'un flicaillon, Smiley décide d'aller au bout de l'affaire et donc décide d'appeler sa cousine. Sur place donc, qui lui révèle que Hoyt l'a en réalité sauvé d'une agression plus tôt dans le film. Apprenant cela, eh bien, Smiley décide finalement d'épargner Hoyt et le laisse partir. Donc, comme je le disais, de prime abord, ce twist paraît complètement tiré par les cheveux. Je veux dire, Hoyt sauve une meuf random dans la ville de LA, donc Los Angeles, qui compte pas moins de 3,8 millions d'habitants. Et il s'avère que cette nana est liée au gang des mecs qui vont tenter de lui faire péter le caisson 5 heures plus tard. Ok, bon, c'est pas très crédible, hein, ça on va le dire. Bon alors c'est bon, on dit que c'est de la merde et que c'est du Deus Ex Machina paresseux et on passe à un autre film? Eh ben non, justement.
car ce twist, à l'apparence merdique, est en réalité proprement génial thématiquement parlant. Alors laissez-moi vous expliquer. Trading Day est un film qui dépeint deux visions fondamentalement différentes de la vie dans son intrigue. Alors, déjà, on a Alonzo Harris, joué bien évidemment par Denzel Washington, qui est donc un vétéran de la police de Los Angeles, donc un inspecteur des stupes, qui prend Jack Hoyt sous son aile afin de lui apprendre les ficelles du métier, lors de sa première journée en tant que recrue. Cependant, au fil du film, eh bien, Jack découvre que les méthodes d'Alonzo sont controversées, voire corrompues, ce qui entraîne des tensions et des conflits entre les deux personnages qui ont une vision du monde totalement et radicalement opposée. Alonzo Harris, donc, pense que le monde est pourri, et qu'il faut devenir un monstre pour combattre les autres monstres. Et donc les criminels en l'occurrence, alors que Jack Hoyt, au contraire, pense que le monde est bon et qu'il doit se démener pour servir autrui tout en restant dans le droit chemin, parce qu'on ne peut pas combattre le mal par le mal. Donc le fait que l'acte de bravoure et de bonté gratuite de Hoyt en sauvant la jeune fille, donc la jeune fille des Hillside, du gang des Hillside, au début du film, donc acte qu'Alonzo qualifiait justement de stupide, le fait que tout ça, ça lui a finalement permis de s'en sortir, montre bien que Hoyt avait raison finalement. Et au niveau des thématiques du film, ça a carrément du sens, et cela rend ce Deus Ex Machina finalement très efficace. Et on passe au troisième et dernier type de plot twist, qui est donc le twist vilain. Donc, je sais pas exactement comment le dire en français, bref, le méchant révélé, le gentil qui finalement est méchant, bref, bon voilà. Vous l'avez compris, c'est une grande spécialité de Disney, hélas. En gros, c'est quand l'identité du méchant est gardée secrète jusqu'à la fin de l'intrigue, afin de provoquer une surprise un peu cheapos. Souvent, soit le mec devient méchant de nulle part et c'est de la merde, soit il n'y a pas assez de fausses pistes ou d'autres coupables potentiels pour brouiller les pistes, et c'est tellement évident que, finalement, c'était le méchant depuis le début, et c'est de la merde. Voilà, donc c'est un peu complexe hein, comme twist, hein, c'est sûr. C'est très clairement le type de twist que je déteste le plus personnellement, et ce pour plusieurs raisons. La première, déjà que c'est trop prévisible bien souvent. Les twists vilains sont devenus assez courants dans la fiction, ce qui signifie que les spectateurs que nous sommes, voilà, peuvent commencer à anticiper ce genre de révélation à des kilomètres. Si le public devine facilement qui sera le méchant caché, le twist perd de son efficacité, et peut même sembler cliché. Ensuite, dans certains cas, les twists vilains peuvent altérer de manière incohérente la caractérisation des personnages. Les personnages qui semblaient précédemment sympathiques et compatissants peuvent être révélés comme étant des méchants, sans qu'il y ait eu aucun signe préalable de leur malveillance. Bon, voilà quoi, t'as l'impression que c'est pas du tout les mêmes persos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas les polars et les fictions policières en général. En fait, la seule série policière que j'aime bien, c'est Columbo. Et oui, car la série fonctionne sur le concept du reverse whodunit, c'est-à-dire que le spectateur sait dès le début qui est le meurtrier. Et le suspense, ce n'est pas de savoir qui a fait le crime vu qu'on le sait dès le début, non, c'est de savoir comment Columbo va parvenir à le coincer. Aussi, ça permet de développer le méchant du début jusqu'à la fin, sans le faire totalement changer de personnalité pour le simple plaisir du twist. C'est vraiment un twist de merde en fait, parce qu'il s'ensuit logiquement une perte de complexité des personnages en les divisant de façon manichéenne en bons et méchants, avec une simplification à outrance de leur dynamique. Cela peut nuire à la complexité et à la nuance des personnages, ce qui peut particulièrement être problématique, ça c'est certain, si le personnage méchant entre guillemets était initialement bien développé. En plus, si un twist vilain débarque à la toute fin de l'histoire, cela peut dévaloriser le méchant principal qui avait été présenté précédemment. Le méchant principal peut sembler moins menaçant ou moins important, une fois que le véritable antagoniste est dévoilé. Le pire exemple étant dans Naruto, avec Kaguya qui tue Madara out of nowhere et qui prend sa place alors qu'on se bat littéralement les couilles d'aile. Rendez-nous Madara, putain. De toute façon, s'il y a besoin de citer des exemples de twists vilains éclatés, faut juste demander à Disney, ils ont largement de quoi faire. Je pense notamment à Hans, donc dans La Reine des Neiges, dans Frozen, qui est littéralement la personne la plus normale qui soit tout au long du film, pour devenir finalement, et sans crier gare, un meurtrier sanguinaire dans les 15 dernières minutes du film. D'absolument nulle part. C'est un peu con. Ou par exemple, dans Big Hero 6, enfin les nouveaux héros en version française, on a Robert Callahan, donc aka Yokai, qui est certainement en fait légèrement pire que Hans, parce que en plus de tout ça, ses intentions ont encore moins de sens. Donc ça fait un peu chier. Et ensuite, passons à Zootopia, et donc à Dawn Bellwether, c'est ça? Bref, l'espèce de brebis, là. Alors, ses intentions sont un peu plus crédibles que Yokai, sauf que là, c'est le pompon d'un point de vue développement de personnage, puisqu'il n'y a aucune transition entre sa personnalité, entre guillemets, gentille, et sa personnalité, entre guillemets, méchante. Elle passe d'un coup, lors des 10 dernières minutes du film, de gentille brebis à super vilaine psychotique, d'un seul coup, enfin bref, ça n'a pas le moindre sens. Et au niveau des twists vilains qui sont grillés à 100 000 km, le pire exemple serait sans doute celui d'Adachi, donc du jeu Persona 4. Alors écoutez, bon, je sais que Persona 4 est une vache sacrée
du RPG japonais moderne. Mais bon, voilà, il y a un moment où il faut quand même dire les termes. Adachi est explosé au sol. Bon, en gros, l'intrigue de Persona 4 se focus sur un groupe d'adolescents qui décident de mener sa propre enquête afin de découvrir la vérité derrière une série de meurtres mystérieux dans leur ville, et donc de découvrir le meurtrier. Le groupe se fait aider par la police locale, et notamment par un petit inspecteur gentil et un peu bouffon, nommé Adachi, qui se révélera être, à la fin du jeu, bon, ça je l'ai dit, le véritable tueur derrière toute cette merde. Bon, déjà, l'identité d'Adachi en tant que méchant est ultra évidente pour tout le monde après la 5e heure de jeu. Les indices sont relativement transparents, ce qui diminue grandement l'impact du twist, et c'est littéralement la seule raison pour laquelle le jeu met l'accent sur lui tout au long de l'intrigue. Tous les autres persos du jeu ont des rôles à jouer, sauf Adachi, donc forcément, bah c'est forcément un méchant, il n'a pas d'autre rôle. Pourquoi il serait là si c'est pas pour être le méchant surprise? De plus, avant que son rôle en tant que méchant ne soit révélé, eh bien Adachi est dépeint comme un personnage un peu concon, un peu excentrique, mais sa personnalité change radicalement après le dévoilement, ce qui peut sembler plus qu'incohérent. Enfin bref, c'est pas le même perso, c'est toujours les mêmes problèmes hein, avec les twists vilains de toute façon. Adachi n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Non seulement il pue la merde, mais il pue la merde de manière totalement cliché. Et pour finir, les motivations d'Adachi en tant qu'antagoniste ne sont ni bien expliquées, ni bien justifiées. D'autant qu'il n'a pas été suffisamment développé en tant que méchant. Je veux dire, le jeu Persona 4 fait à peu près 70 heures, et Adachi est gentil pendant 69h30, puis devient méchant à la fin, on le tue et le jeu se termine. Voilà, bon. Comment vous dire ça? Je sais pas comment décrire cette merde. Bref, c'est de l'art à ce niveau-là. Toutefois, il existe des instances de twist vilains qui sont bien faits, qui sont bien écrits, attention. On peut citer par exemple le Rourke de l'Atlantide, l'Empire perdu, donc autre film de Disney, qui lui fonctionne, parce que non seulement le fait qu'il devienne méchant, bah, c'est foreshadowé sans pour autant que ce soit évident, et qu'en plus, le mec ne change pas de personnalité. Il conserve son côté badass impassible, et il ne se met pas à lâcher des rires démoniaques de nulle part. Mais je dirais que les twists vilains les mieux écrits de la fiction, selon moi, ne sont autres que, et attention, je vais spoiler la saison 2 de l'Attaque des Titans, donc voilà, garez-vous si vous voulez pas être spoilé. Évidemment, je parle de Reiner et Bertholdt. Je veux dire, tout est incroyable chez ces deux mecs-là, même la révélation en elle-même est folle, c'est vous dire. Bon, remettons tout ça un peu dans son contexte. SNK prend place dans un monde où les humains vivent confinés, derrière d'immenses murailles afin de se protéger des titans, des créatures géantes anthropophages. Bon. Le protagoniste, Eren, vit relativement heureux dans son village, avec sa famille, jusqu'au jour, hélas, de l'apparition soudaine du titan colossal et du titan cuirassé, qui détruisent les murs de sa ville, amenant à la destruction de sa maison, le meurtre de sa mère, poussant Eren Yeager et ses amis à rejoindre les rangs du bataillon d'exploration afin d'essayer de trouver un moyen de sauver l'humanité de l'extinction. Et justement, au sein de l'armée, Eren fait la connaissance de deux jeunes garçons qui deviendront ses frères d'armes avec le temps, j'ai nommé Reiner et Bertholdt, qui sont des mecs vraiment sympas et qui prouveront maintes et maintes fois qu'on peut compter sur eux, que c'est des mecs bien, et que voilà. Sauf que, et vous me voyez venir, il nous est révélé lors de la saison 2 que nos deux amis ne sont nul autre que les titans colossales et cuirassés, responsables de milliers de morts dont la mère d'Eren. Et le truc le plus fou avec cette révélation, c'est qu'elle survient pendant une conversation totalement ordinaire entre les personnages, avec Reiner et Bertholdt qui vident leur sac dans le fond de la scène en arrière-plan, sans fanfare ni mise en scène dramatique. C'est clairement la révélation la plus what the fuck que j'ai jamais vue en fiction, rien que pour cette mise en scène. Le mec il te révèle tout en arrière-plan. C'est complètement fou. Voilà. Et même dans le manga, hein. Dans le manga aussi, c'est plus ou moins mis en scène de la même manière. Bref, cette simplicité apparente contraste fortement avec l'importance de l'information révélée, créant ainsi une rupture de ton et de genre qui nous surprend, justement, totalement. Dans la plupart des œuvres de fiction en général, les révélations majeures sont généralement présentées de manière spectaculaire, avec des gros plans sur les visages des personnages, de la musique dramatique, etc. Bref, vous connaissez les bails. Sauf que la façon dont cette révélation est gérée dans Shingeki no Kyojin subvertit nos attentes en la rendant presque banale, cette révélation. Cela rend l'instant d'autant plus mémorable, et elle renforce la caractérisation de Reiner et Bertholdt en tant qu'individus profondément troublés par leurs actions et en conflit avec leur propre identité. Leur manière presque détachée de révéler leur véritable nature souligne leur propre désespoir. Les mecs veulent juste rentrer chez eux et arrêter d'avoir à mentir constamment à leurs potes. Les mecs n'en peuvent clairement plus, ils décident de tout dire à Eren et de lui demander tout simplement de le suivre, afin que cette mascarade s'arrête au plus vite. Mais surtout, ce qui fait que ce twist marche, c'est que Reiner et Bertholdt ne changent pas de personnalité d'un seul coup, au contraire, tu les vois pas en train de faire « haha, je suis méchant », voilà, non, pas du tout. Toutes les fois où on les avait vus sympathiser avec le reste du groupe, rire, pleurer, tout ça, c'était pas du mytho. Et c'est à ça que je fais référence quand je dis que Isayama, le mangaka de SNK, est un véritable génie. Je veux dire, ça aurait été tellement plus simple de faire Reiner et Bertholdt des méchants caricaturaux,
Mais pas du tout. Qui aurait pu croire, lors du premier épisode, en voyant le titan colossal et cuirassé tout défoncer et tuer des milliers de personnes, qu'il s'agit en fait de 2 garçons effrayés, 2 simples pions dépassés par une guerre qu'ils ne comprennent même pas. Je veux dire, quand j'ai vu Bertholdt s'effondrer en sanglots à la fin de la saison 2 à cause de sa culpabilité, c'est là que j'ai compris que SNK était un véritable truc de fou. C'est comme ça qu'on fait des twists vilains, les amis. De toute façon, pour ceux qui sont des habitués de ma chaîne, vous savez que le trope du « les méchants ne sont en fait pas si méchants et les gentils ne sont en fait pas si gentils », bah ça fait partie de mes tropes préférés, hein. Que ce soit dans Spec Ops The Line, Unordinary, Assassin's Creed 1, Megamind, Shadow of the Colossus, Game of Thrones, Liza the Painful, bref, vous avez compris, hein, voilà. Pour moi, c'est du petit lait, hein. Pour moi, c'est du petit lait, et ce n'est qu'à partir de la saison 2 que j'ai compris que SNK, voilà, quoi. C'est vrai que quand j'avais commencé SNK, de toute façon, en plus, on avait parlé dans ma vidéo de comparaison entre SNK et Meuf Love, voilà, j'y étais allé vraiment entrer dans les pieds, hein, vu que tout le monde disait, ouais, c'est un truc de ouf et tout. Moi, dans ma tête, c'est sûrement de la merde, allez. Je voulais faire mon rebelle, mais voilà, bon, la saison 2 m'a mis d'accord. Voilà, la saison 2 m'a mis d'accord, j'ai dit ok, d'accord, ok, voilà, je tire mon chapeau à Isayama et je ferme ma gueule. Bref. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez, effectivement, voilà, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi, effectivement, faire un petit don via PayPal, afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube, bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et à la prochaine.